La zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots. Contrôle de Tango, bonsoir de Tango 3, niveau 0, est gauche et attendez. Eh bien, bonsoir de... Conseil, bonsoir de 200 Air France, 102 Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight or 8401 to London Heathrow. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Et bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus en ce mercredi soir. Salut les amis, Nico il est là, Mathieu il est là. Salut à tous. Et Blériot il est ici. Bien. Ça va, on t'entend bien. Salut Nico. Blériot. Salut Mathieu. Salut les amis. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que le Blériot il a un tour dans sa manche? Ouais, regarde, il est là, il est prêt. Salut Blériot. Parfait. Yes. Bien, Écoute, est-ce on que va bien, vous allez on va bien bien. dans le chat? Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont connectées, ça fait plaisir. Salut à toutes et tous. Ils se sont dit bonjour déjà, hein. On a une communauté qui est polie. Ça fait plaisir. Merci à vous d'être présents. Merci aussi à Mathieu et à Nico d'être présents ce soir avec une émission qui s'est un petit peu organisée à la dernière minute, vous le savez. Demain, on devait avoir Bertrand Rameau, pilote du Nova Space, on peut dire, l'avion en microgravité. Et donc, le live, il était reporté. Donc, on retrouvera normalement Bertrand au mois de juin. Voilà, notez bien ça dans un petit coin de vos têtes. On le retrouvera et on parlera de microgravité avec Bertrand. Normalement, courant du mois de juin. Il faut bien rester avec nous ce soir puisque vous le savez, c'est la dernière émission d'avril. Et tout à l'heure, en fin d'émission, on va vous présenter le programme du mois de mai qui est verrouillé. Il y aura 4 super émissions à faire. Donc, restez bien avec nous jusqu'à la fin. D'autant plus qu'il y en a peut-être parmi vous qui prévoient un jour, peut-être, de démarrer les vols. Donc cette émission, l'émission de ce soir, on l'a dédiée un petit peu à eux, puisqu'on va parler de choses qui peuvent très bien vous intéresser. Voilà. Alors, allez, un petit coucou dans le chat les amis, faites-le maintenant, dès maintenant, un coucou dans le chat si vous ne l'avez pas encore fait, et comme ça je vous salue, puisque moi je vois ce qui apparaît, et comme ça je suis sûr de ne pas vous rater. Donc j'ai vu Niki Panette qui est là avec l'équipe de modération, j'ai vu Julot, j'ai vu Philémon, merci à vous d'être connectés, d'être présents, Charcot 2082 qui est là, Oncle Steve qui était en live l'autre jour, chez qui on est passé, et qui fait de la simulation, merci beaucoup Oncle Steve, tonton on va t'appeler, c'est plus simple, oncle Steve. Nico, on l'a vu, Lolo Radar aussi, notre bon Lolo qui est ici, Skydream Live 2, Blériot on l'a vu aussi, oh j'entends rien, voilà ça va plaire à Nico, et à Mathieu, tu vois Mathieu il est déjà en train de se marrer. Salut Jean. Voilà. Mathieu il va parler d'IFR Jean. Prenez note. Arrête, il va se connecter. Non mais Jean il s'est connecté juste parce qu'il y a Mathieu, hein. Faut pas se leurrer, hein. Je n'entendais pas moi lui. Ah bah oui, ben voilà, c'est ça. Salut Jean. Ouais, bon en tout cas si vous arrivez, faites un coucou. Ouais, la fameuse IFR, ouais c'est ça. Il y a un mini cric bruit de fond. Oh non, je sais pas. C'est pas très grave. Oui, c'est la touche charme de l'émission. Ah ouais, d'accord. Bah, on te remercie, Jean. Allez, ban, ça c'est fait. Hop, non. Bien. Alors, avant de démarrer, évidemment, on va saluer aussi celles et ceux qui vont nous suivre, qui sont en train peut-être même de nous suivre sur YouTube pendant les replays. Bien le bonjour à vous et merci aussi de nous suivre en replay, donc en différé sur YouTube. N'hésitez pas à partager l'émission si elle vous plaît ou à la faire suivre à des contacts qui voudraient démarrer le pilotage, ça peut leur être utile. Merci à vous de faire vivre au travers de vos partages les émissions. Je vous rappelle aussi que si vous voulez nous suivre en direct, c'est sur Twitch que vous pouvez follow la chaîne, il y a le bouton qui est en dessous. Si vous faites un follow, ça déclenche des animations ici sur le bar entre autres, et puis vous pouvez nous soutenir également avec les subs. C'est un des seuls moyens que vous avez pour pouvoir nous soutenir. Il y a les subs sur Twitch, il y a la page Patreon aussi qui nous aide beaucoup. Hello Asso, ça marche encore, mais je crois qu'elle est suspendue, donc il faut que je regarde pourquoi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore puis je crois que... Et puis la boutique, évidemment, la fameuse boutique, le shop, où il y a eu quelques commandes suite à la petite promo qu'on a fait. Voilà, et puis je pense que j'ai fait à peu près le tour. Sinon, dans les quelques nouvelles que j'avais à vous donner, déjà c'est la prochaine émission de Push to Talk.
puisqu'on y est, on va en parler de Push to Talk. Push to Talk, prochaine émission, que je vous dise pas de bêtises, c'est le 9 mai prochain. Donc notez bien dans vos agendas, 20h30 le 9 mai prochain, Push to Talk, avec Pierre, avec Sarah, nouvelle chroniqueuse, avec Reynald, nouveau chroniqueur. Voilà. Et merci beaucoup Niki Panette qui vient de prendre l'abonnement et qui relève la manchère. Merci beaucoup Niki, ça fait plaisir. Voilà. Ça refonctionne ce truc, c'est impeccable. C'est magnifique à chaque fois. Bah ouais. En plus, ça fait de l'air, c'est parfait. Il y aura aussi Julie qui sera avec nous. Donc Pierre, Sarah, Reynald, Julie et vous-même, puisque le thème qui va vous être proposé, c'est le suivant, c'est échec, doute, mieux rater pour rebondir. On parle d'aéro, mais ça peut aussi se décliner dans la vraie vie. Donc venez en discuter. Si le sujet vous intéresse, rejoignez l'équipe des intervenants de la zone aéro pour parler avec eux de ce truc-là. Échec, doute, mieux rater. Et est-ce que si on a raté quelque chose, on peut mieux rebondir? Et on fera le parallèle avec l'aéro. Donc venez nous voir, venez nous rejoindre et vous verrez, l'émission devrait être super cool. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour pour Push to Talk, donc 9 mai 20h30. Et puis j'annonce aussi, ici de manière officielle, on l'a dit dans le chat cette semaine, enfin fin de semaine dernière plutôt, c'est l'arrêt de la Ground School. Voilà, il y a eu des petits défauts de calage, d'incompréhension, de petits trucs comme ça, ce qui fait que ça devient compliqué de pouvoir assurer la Ground School. Et donc, plutôt que d'attendre et de pas avancer, on préfère dire bon, stop. Voilà, on préfère arrêter là pour l'instant. Peut-être que ce truc-là reviendra plus tard, mais en attendant, les conditions sont plus suffisamment correctes pour pouvoir vous proposer quelque chose de régulier et de qualité. Donc voilà, on préfère mettre un terme à la Ground School pour l'instant. Merci en tout cas de celles et ceux qui sont positionnés, qui ont participé aux premières séances. Je pense que c'était intéressant et c'est un projet à garder en tête évidemment. Voilà. Donc je pense que d'ici quelques jours, il y a la partie room et le rôle Ground School qui s'enlèvera dans le Discord, donc vous serez au courant. Si vous êtes concerné, vous étonnez pas, hein. Vous êtes au courant. Voilà, bien, et écoutez les amis, on va déposer tout de suite le plan de vol de l'émission de ce soir. Plan de vol déposé. Voici le sommaire de ce soir. Allez, c'est parti pour le sommaire, je vais le faire apparaître ici, hop, voilà, il est là. Les actus du terminal dans un instant, il y a 6 petites nouvelles à vous partager ce soir, mais elles sont assez courtes, donc ça devrait aller un petit peu plus vite que d'habitude. Et puis ensuite, on va ouvrir l'école de pilotage, ça tombe bien, on est 3 instructeurs à votre dispo, pour essayer de vous conseiller un peu. Peut-être que vous souhaitez démarrer, vous avez démarré les vols, peut-être que vous voulez avoir plus d'infos, peut-être des détails techniques sur du matériel, n'hésitez pas à le faire puisque cette émission va être dédiée justement à ça, puisqu'on va parler de tout ce qui compose quelque part le matériel nécessaire pour démarrer les vols. Ça peut être les casques, des tablettes, des applications, des cartes, des sacs, des feutres, bref, tout ce qui vous passe par la tête, des lunettes par exemple, pourquoi pas aussi. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, ou à faire pourquoi pas des retours d'expérience sur du matériel que vous pouvez avoir. C'est bon à prendre, et puis on est là pour en discuter tous ensemble. Et voilà, vous avez 3 personnes à votre dispo pour aussi peut-être nous donner nos retours d'expérience sur tel ou tel matériel. Voilà. Je crois que j'ai bien résumé les garçons. C'est très bien. Voilà. Il y en a déjà qui disent SDVFR. Par exemple, je crois que Mathieu va nous en parler tout à l'heure de SDVFR. Je vais pas parler de celle-là. Je vais en parler d'une autre, mais SDVFR également est une application qui est tout à fait possible d'avoir pour voler. Absolument. Ouais. Est-ce que vous parlerez budget? Oui, on peut parler budget également, il n'y a pas de problème. Ça, on peut en parler tous ensemble, il n'y a aucun souci du budget. Il n'y a pas de problème. Après, il faut voir, peut-être que sur Internet, on peut trouver les prix, les tarifs, selon ce qu'on recherche. Mais je pense que c'est faisable. Voilà. Peut-être que la modération peut d'ailleurs nous donner un petit coup de main là-dessus. Si on parle d'un truc, peut-être qu'ils peuvent regarder de leur côté, les modérateurs, voir les annonces qui existent et puis nous poster les annonces avec le prix le plus intéressant. Ça peut être pas mal, un petit travail de groupe là. Ça peut être sympa, travailler tous ensemble. Voilà. Question pour Nico, de Jean. Il y a Jean qui te pose une question, mon cher Nico. Vas-y, Jean. Verra-t-on la maquette finie de Nico commencer l'autre soir lors d'une émission? Oui, on le verra, oui.
Voilà, t'as ta réponse. Il suffit de demander, Jean. Faut y aller. Hein. Après, là, il s'est passé des choses dans ma vie qui ont un peu chamboulé. Donc là, en ce moment, je ne suis pas prêt de travailler dessus. Parce que je suis à... Il y a combien, Seb? Il y a 400 km là, à peu près. Je suis à 400 km de chez moi. Donc, il est expatrié, Nico, là, ce voilà. soir. Donc du coup, je ne peux pas travailler dessus pour l'instant. Mais j'ai commencé la peinture du camouflage. Donc, voilà. T'as ton passeport, c'est bien? Là, je rentre, là, pour le week-end du 1er mai, je rentre chez moi, je vais peut-être pouvoir mettre un petit coup de peinture dessus. Ah bah parfait. Bah tiens, en plus, tu vois, on parle de lunettes, il y a Blériot qui a mis les siennes. Bon, allez, Nico, est-ce que tu as l'heure? Nico, est-ce que tu as l'heure? Pourquoi Philémon pose la question? Il y a peut-être quelque chose, c'est une private joke. Il n'y a que Nico qui a l'heure dans l'émission, donc c'est normal qu'on lui demande. Ah bah non, il n'a pas de montre. Et en plus, t'es le seul qui n'a pas de montre. Bah oui, moi j'en ai une. Philémon, tu demandes l'heure à la mauvaise personne. Hein. Voilà, c'est ça. Bah ouais, mais bon, ça arrive. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, fin d'émission, évidemment, la foire aux questions, la remise de gaz comme d'habitude, et la présentation du programme du mois de mai, puisque ça y est, c'est fait, elle sort demain, et donc on vous la présente en primeur tout à l'heure. Allez, on repousse le plan de vol, et on est parti pour l'actu du terminal. C'est parti? Let's go. L'actualité du terminal, la rubrique News Info et React avant l'embarquement. Allez, on est parti pour l'actu du terminal. Tiens, pourquoi c'est un petit peu coupé mon truc là? C'est bizarre. Ah, attendez, hop, je vais essayer de voir si je peux pas le rectifier un tout petit peu. Voilà, là c'est bon. Non, là c'est pas bon. On a la première ligne, il y a autre chose écrit en dessous. Non, il n'y a que ça. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas très grave. Hein. C'est pas mal. C'est pas très grave. Ça devient trop cher pour Ryanair. Ouais, Berlin devient trop cher pour Ryanair puisque la compagnie a annoncé la fermeture de sa base qui est située sur l'aéroport de Berlin. Ah ouais, bon, ils sont assez coutumiers du fait, hein, Ryanair. C'est souvent qu'ils annoncent des fermetures, des réouvertures. Voilà. Donc en tout cas, Berlin-Brandebourg, c'est fini. Et ça sera fini très exactement le 24 octobre 2026 avec un redéploiement des 7 avions qui sont basés là-bas, qui seront envoyés ailleurs en Europe. Hein. Et donc, conséquence directe, un trafic divisé par 2 sur la plateforme allemande d'ici 2027, ce qui va passer de 4,5 à 2,2 millions de passagers. Par an. La compagnie pointe une hausse continue des coûts avec des redevances aéroportuaires qui sont appelées à augmenter de 10% supplémentaires et déjà en hausse depuis 50% depuis la crise sanitaire. Voilà. Ça tombe bien, je quitte Ryanair ce week-end, mais je suis sur MSFS 24, donc ça va. Ah oui, il y a moins d'impact là, à ce compte-là. Alors, il faut te dépêcher de voler depuis l'Allemagne, parce qu'après, ça sera plus réaliste du tout. Ils y seront plus. Donc, malgré une baisse partielle de la taxe aérienne allemande, le secteur reste jugé comme peu compétitif, avec des prélèvements qui sont toujours largement supérieurs à leur niveau de 2019. En même temps, c'est un peu normal, et je crois que c'est un peu partout pareil. Et Ryanair dénonce une aviation allemande en crise. Alors j'ai l'impression aussi qu'ils dénoncent ça dans tous les pays. Parce qu'en France ça a augmenté, c'est pas bien, en Allemagne aussi. Bon, c'est un petit peu leur marque de fabrique. Hein. Et elle rappelle avoir déjà fermé plusieurs bases dans ce pays ces dernières années. Et derrière cette décision, c'est, on va dire, le modèle low cost qui se heurte directement à la hausse des coûts, évidemment. Quand les taxes montent, les low cost, généralement, décident de partir ailleurs. À suivre donc. On continue, on va parler d'un autre constructeur, c'est Embraer. Vous savez, le fameux A220 qui vient de chez Embraer au départ. Embraer affiche un carnet de commandes record pour le 6e trimestre consécutif, ce qui est plutôt pas mal, atteignant 32,1 milliards de dollars. C'est une hausse de 22% sur un an. Plutôt pas mal pour le constructeur brésilien. L'aviation commerciale tire la croissance avec 15 milliards de dollars et tenez-vous bien, 470 appareils fermes, dominés évidemment par les Embraer 195 E2, c'est ceux que vous avez sur la photo d'illustration qui est juste là. Ah, c'est ceux-là, ils sont chouettes.
C'est une commande marquante qui a aussi boosté Embraer, puisque la compagnie Finnair a commandé 18 E185E2 et donc il confirme cette dynamique. Les activités services progressent également avec 5,1 milliards et l'aviation d'affaires elle reste à peu près stable et la défense aussi qui grimpe à 4,4 milliards avec notamment les Embraer KC 390. En clair, Embraer va bien, Embraer empile les contrats et elle confirme, le constructeur plutôt confirme son positionnement assez solide sur presque tous les segments. Ils diversifient leur activité et ça marche plutôt bien pour eux. Les amis, n'hésitez pas à intervenir, hein, si vous avez quelque chose à dire, il n'y a pas de problème. Alors, tu écoutes religieusement. Mais vous êtes trop bon. On continue. On va parler d'un petit fait divers qui s'est passé puisque British Airways a décidé, c'est officiel, il est désormais interdit aux passagers de filmer ou de photographier les équipages sans leur consentement explicite. Donc même quand vous montez dans l'avion, vous filmez l'intérieur de l'avion, maintenant, interdit. Vous n'avez plus le droit. Donc ça a été spécifié. Ils le disent, hein, il y a une annonce, dans toutes les annonces qu'on a à bord, il y a celle-ci qui a été rajoutée récemment, effectivement. Voilà. Donc c'est une mise à jour des conditions de transport. Donc c'est très officiel, hein, très, très clair, très écrit. Et la compagnie précise qu'elle pourra intervenir immédiatement en cas d'infraction, avec des sanctions qui peuvent aller jusqu'au débarquement du passager, l'annulation du billet et un signalement aux autorités. Donc ça rigole pas. Hein. Ça ne rigole pas du tout. Cette règle vise aussi les lunettes connectées, les caméras embarquées. Vous voyez? Donc il n'y a pas que le téléphone. Tout ce qui filme. Voilà, tout ce qui filme. Tout ce qui filme, c'est interdit, vous n'avez plus le droit. Pourquoi? C'est dans un contexte où les vidéos à bord se multiplient avec le Wi-Fi haut débit, comme Starlink par exemple, et l'objectif est clair, c'est protéger les personnels face à la diffusion en temps réel d'images qui sont ou qui peuvent être sorties de leur contexte. On pense aux interventions sur certains passagers, par exemple. Voilà, donc ils préfèrent éviter, on peut bien les comprendre. Après, c'est un réflexe aujourd'hui, il se passe quelque chose autour de soi, les gens filment en fait avant de venir intervenir ou faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a le réflexe de filmer ce qui se passe autour de nous, quoi. Eh ben, on vous encourage à ne pas faire ça, les amis. Voilà. Souvent, il y a mieux à faire. Hein. Voilà, réfléchissez, utilisez vos matières grises pour faire quelque chose qui soit plus utile que ça. Donc British Airways rejoint d'autres compagnies qui ont déjà mis en place cette chose-là, comme Qantas ou Ryanair aussi, c'est spécifié, qui encadrent de plus en plus strictement l'usage des caméras qui sont situées en cabine. C'est un peu normal, surtout que c'est pour filmer sur les réseaux sociaux, dire je suis allé en avion, super. Ouais. S'ils étaient les seuls à partir en avion. Alors Skydream, la vue du hublot, non, la vue du hublot, généralement tu filmes personne. Normalement. C'est vraiment le personnel qui est interdit de filmer. Faut pas filmer les gens sans leur autorisation. Mais peut-être que les gens qui sont sur le tarmac, c'est pareil. Hein. Donc méfiez-vous. Hein. En gros, c'est ça. Je crois que c'est surtout le personnel de bord qui veut être préservé. Ouais, en tout cas, méfiance. De toute façon, la loi, elle est claire. C'est que si vous filmez quelque chose pour le diffuser ensuite, vous le filmez, vous le gardez pour vous, bon, quelque part, c'est des souvenirs, point barre. Mais si c'est quelque chose qu'en plus vous diffusez, vous êtes considéré comme, quelque part, un émetteur d'informations. Et donc, vous devenez responsable. Et si vous êtes responsable, vous devez, c'est le droit à l'image, vous acquérir, en fait, une autorisation de diffusion. C'est la loi, c'est comme ça. Donc, attention à ça. Allez, on continue avec un décollage interrompu. Ça s'est passé, alors ça va plaire à Lolo Radar, ça. C'est un Airbus A330-300 de Swiss International Airlines qui a interrompu son décollage en Inde sur l'aéroport international Indira Gandhi dans la nuit du 25 au 26 avril dernier, après une avarie moteur qui a été accompagnée de fumée de flammes. Alors vous imaginez, ce qui a déclenché une évacuation d'urgence au sol. C'est Zurich, pas Genève. Oui, peu importe, c'est en Suisse. Ah, il titille, hein. Le vol LX-147 à destination donc, de Zurich avait atteint environ 104 nœuds, donc c'est déjà bien lancé, lorsque l'équipage a décidé d'arrêter le décollage, donc le reject take-off.
Et puis, en fait, déclencher tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les secours, déployer les secours, une urgence, vérifier que tout se passe bien, etc. L'évacuation des toboggans s'est déroulée conformément aux procédures. En gros, c'est 90 secondes pour évacuer tout l'avion, c'est à peu près ça. La compagnie a confirmé en fait que l'incident avait activé une cellule de crise, puisque en fait, il y a eu quelques blessés parmi les passagers au moment de l'évacuation. Et puis une enquête technique évidemment qui est engagée pour déterminer l'origine précise de la panne, et les passagers ont été pris en charge et ont été réacheminés. Voilà. On peut féliciter l'équipage pour leur réactivité, leur conscience de la situation et probablement les dégâts qu'ils ont évités. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, et puis je pense que peut-être qu'en 90 secondes, les gens n'ont pas eu le temps de récupérer leur bagage, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça c'est aussi la maladie, on en a déjà parlé. C'est évacuation 90 secondes, il faut évacuer. Hein. Cherchez pas, après il y a les assurances qui peuvent se débrouiller, mais laissez vos affaires. Hein. Si tout le monde prend ses affaires, 90 secondes, il y a 10 personnes qui sortent. Quoi. Ça marche pas. Donc ça, voilà, pensez-y. On sort les deux mains libres, c'est un peu ça, ouais. Allez, on continue avec un petit coup de chance que j'ai eu pour être cet après-midi. Ouais, vous me voyez en bas à droite là. Cet après-midi, j'ai eu la chance d'être sur la base aérienne de Salon-de-Provence pour la présentation, donc la base aérienne 701, hein, la présentation devant les anciens. Alors c'est une petite cérémonie, hein, puisque la Patrouille de France a présenté sa série 2026, donc le programme qu'ils vont faire cette saison, devant les anciens pilotes de la Patrouille de France, lors d'une journée qui a mêlé à la fois cérémonie, transmission et démonstration en vol. On a été accueillis assez tôt ce matin. On a assisté à une cérémonie militaire avec un dépôt de plusieurs gerbes au pied de la stèle en hommage des pilotes qui sont disparus et qui étaient pilotes des équipes de présentation de l'armée de l'air et qui sont tombés en service aérien commandé. Ensuite, au cœur de la cérémonie, c'était le passage vertical de la Patrouille de France, juste au-dessus des gens et de la stèle, avec les fumées bleu, blanc, rouge, évidemment. Puis, la matinée s'est poursuivie ensuite dans les locaux historiques de la Patrouille de France. Vous les avez là, hein, je vous ai pris quelques photos de tout à l'heure. Vous voyez le couloir avec les casques des pilotes qui sont situés ici. Vous avez le bar en bas à gauche, les écussons, voilà. On voit la photo avec les anciens aussi. Vous avez le départ en haut à droite des pilotes à leurs avions juste avant la démonstration. Donc c'était plutôt pas mal. Et puis il y a eu l'Assemblée Générale de l'Association des anciens pilotes qui a vu un changement de présidence, puisque c'est le général Patrick Dutart, qu'on connaît, qui était venu nous voir dans la zone aéro, qui est le nouveau président et qui succède au général Ambert. Le point d'orgue de la journée, je vous le disais, c'est la première démonstration officielle de la promotion 2026 devant les hangars, suivi d'un moment assez sympa entre pilotes, mécaniciens et les anciens autour d'un verre de l'amitié à la fin, et puis un petit repas au mess officier. C'était cool puisqu'il a fait super beau et c'était plutôt sympa de revoir toutes ces générations. Moi j'ai eu la chance de manger à midi avec c'était quasiment, alors presque au complète, l'équipe 1986. La Patrouille de France 1986. Non mais c'est ça, Seb, il faut aussi expliquer dans le contexte que tu étais invité, parce que effectivement tu as été toi-même pilote de la PAF entre, rappelle-moi, 2006 et 2009, c'est ça? En 30, alors attends, 30 ou 40, je ne sais plus. Entre 2006,3 et 2006,4, il était. Ouais, c'est ça. 4. Ouais. Non, alors, on a mangé, il y avait du saumon. Parce que tout le monde va se demander, mais qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Voilà. Ouais, c'est ça. Tu vois, vous voyez, j'étais en reportage pour la zone aéro. Ça voit comme réponse? Alors, justement, ma question c'est ça. Tu étais en reportage, est-ce que tu avais mis ta casquette un peu de journaliste? Est-ce que parmi les anciens, tu as entendu des critiques justement à propos de cette nouvelle présentation? Alors, critiques constructives ou négatives? Est-ce que tu as entendu des bruits? Ouais, enfin chacun a son petit avis là-dessus, quoi. Il y en a qui ont dit que c'était bien. Alors vous verrez, si vous voyez cette nouvelle présentation courant de cette saison, ils ont innové. Voilà, je peux pas vous en détailler plus parce que c'est quand même quelque chose qui est relativement
privé, entre guillemets, hein, il n'y avait pas de public, c'était que des invitations spécifiques. Ce que je peux vous dire, et en tout cas si vous avez tourné autour de salon, que vous les avez vu évoluer, c'est qu'il y a de nouvelles figures, il y a des figures qui ont été modifiées. Allez, je vous donne juste un petit scoop, le cœur de la patrouille de France a été un peu modifié. Voilà. Donc vous pourrez le voir, il n'est pas fait de la même manière. Et puis il y a aussi des changements de groupe d'avions. Il y a des passages à 3, il y a des passages à 4 avec des box différents. Voilà, c'est un petit peu la nouveauté. Je vous laisserai regarder la présentation de cette nouvelle équipe. Voilà, vous ferez votre propre avis, ça sera plus simple. Il faudra aller dans les meetings, quoi. C'est un petit peu ça. Et pour ne... Alors attendez, hop, c'est où? C'est ici. Je vous ai ramené une petite vidéo aussi. Alors il n'y a pas la présentation en l'air. Par contre, regardez, j'espère que ça va marcher. Voilà, vous avez peut-être même le son. Vous avez le démarrage des avions. Hop. Vous voyez, il faisait beau, hein. On était vraiment pile sur le tarmac. Il n'y a même pas de barrière de meeting. Ah non, 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 c'était un truc privé, donc c'était... ça n'avait rien à voir. Ah, quelle chance alors. Ouais, voilà. Et puis, donc là, vous allez voir... ouais, on voit les avions. Et puis donc là, les avions sont partis. Et puis là, donc c'est le retour des avions après la démonstration. Alors la vidéo... il ne nous montrera rien de la démonstration. Non, hein. je peux pas vous montrer... non. Ben non, je peux pas. Je peux tout simplement pas. J'ai pas le droit. Mais Sinon, tu l'as filmé quand même. De quoi? Tu l'as filmé quand même. Non, je l'ai pas filmé. Ah. Non, non, je l'ai pas filmé. Non, c'est sérieux, c'est comme dans les avions avec les hôtesses, hein, on n'a pas le droit de les filmer. Non, mais bon, après... Le droit à l'image, tout ça, encore, on en parlait il y a 2 secondes. Alors, le droit à l'image, il y a les services com, évidemment, des équipes de présentation de l'armée de l'air qui étaient là. Hein. Il y a eu... Enfin, tout le monde était autour de ça, mais... Si on est jaloux, c'est normal. Il n'y a pas à être jaloux. Moi, en tout cas, regardez, j'ai la possibilité, l'opportunité de vous le partager, c'est avec plaisir qu'on le fait. Et alors, c'était assez marrant, comme tu le disais, Nico. Je crois que le plus drôle, c'était d'écouter un petit peu les échanges entre les uns et les autres. Nous, on faisait ça, nous, à notre époque, on faisait ça. Ah bah tiens, il y avait telle figure qui font comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Ça doit être vachement intéressant, voir un peu comment ils faisaient à l'époque, tout ça. Et... Alors après, il faut savoir aussi, et ça je pense que c'est quelque chose d'un peu logique, c'est que les avions vieillissent, et donc ça veut dire qu'en exploitation, on ne peut plus faire aujourd'hui ce qu'on faisait avant. Parce que voilà, il y a le vieillissement des cellules. Ah ouais, les Alpha Jet datent des années 80, donc vous vous rendez compte que c'est pas des avions qui sont encore récents, ils marchent bien, il n'y a pas de problème, mais il faut les soulager un peu, ce qui fait qu'il y a peut-être des figures qui sont un peu moins serrées qu'avant. Il y a aussi, pour des raisons de meeting aérien, un relèvement de certaines altitudes qui a été observé. Donc c'est vrai que là où la patrouille passait très bas il y a 40 ans, 50 ans, et ben, aujourd'hui elle passe un peu plus haut. Mais on sait aussi que c'est lié aux normes européennes qui régissent les meetings aériens pour la sécurité. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui font que chaque patrouille en fait est différente. Tiens, on pourrait poser une question peut-être au chat. Est-ce qu'il verrait un avion particulier pour remplacer l'Alpha Jet, à part le Rafale, hein, on va pas dire le Rafale, mais tout autre avion Si on peut faire un petit sondage dans le chat, là. Quel avion vous verriez Qu'est-ce que vous en pensez de France pour remplacer l'Alpha Jet, à part le Rafale. Ah bon, on va voir le Mirage. Lâchez-vous. Le Mirage 2000. Le L39, nous dit Frankie Fox. Il existe déjà en patrouille civile. Bah, il existe, oui. Enfin, il n'y a plus les Breitling maintenant. Ah, même des vieux avions, je veux dire. Bon, après, ce sera peut-être difficile à retrouver. Moi, j'aime bien le Mirage F1. Ce serait bien, patrouille de France dans le Mirage F1. C'est pas beaucoup plus récent que l'Alpha Jet. Hein. Non plus. Non. Non, mais je vois vos propositions. Hein. Après, je vais vous dire très franchement, et aussi pour en avoir parlé un peu cet après-midi, c'est aussi une histoire de coût. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faut se rendre compte que les heures d'entraînement des pilotes de la patrouille de France ont diminué de manière assez drastique ces 10 dernières années. Là où ils faisaient par exemple 3 entraînements par jour, il y a quelques années en arrière, aujourd'hui, il n'y en a plus que 2, pour des raisons principalement budgétaires, ce qui fait que il faut faire pareil avec moins. Et c'est pas forcément évident. Donc dites-vous bien que déjà Rafale, on oublie. Tous les chasseurs rapides, je pense, tu disais Nico, Mirage F1, Mirage 2000,
Négatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, les volumes d'évolution sont trop grands. Les avions vont trop vite, beaucoup plus vite que les Alpha Jet. Ce qui fait qu'il faut qu'ils aillent beaucoup plus loin. Et en fait, on le perd de vue. Là, déjà, sur certaines figures, quand ça s'éclate et que ça va loin, les Alpha Jet, s'il n'y a pas la fumée, on les voit plus. Donc, le temps qu'ils se replacent et qu'ils reviennent, ça serait compliqué. Donc L39, je ne suis pas certain non plus parce qu'il y a aussi une question de disponibilité. Est-ce que l'armée de l'air investirait là-dedans? Pas certain. Il n'avait pas été question de faire des Pilatus? Non, alors ça c'était une option, mais c'est pareil, le Pilatus c'est un avion suisse. Donc il y a une autre problématique qui se pose derrière par rapport à la représentation nationale, donc je ne sais pas. Pour l'instant. Je vois Free Flight dans le chat, là, finalement, il n'y avait peut-être pas tort, revenir avec des vieux avions, là, des biplans, là, des Stamp. Alors, l'idée, c'est de faire rêver aussi les jeunes, parce que c'est aussi ça, la communication, pour les faire devenir pilotes de chasse. Alors oui, est-ce que nous, anciens, ça peut nous faire rêver de voler en Stamp pour le pilotage pur? Est-ce que ça ferait rêver les jeunes? Et est-ce que ça serait réaliste par rapport à l'image que vous envoyez l'armée de l'air et de l'espace aujourd'hui? Je ne suis pas certain. Après, à côté de ça, il y a toujours les displays solo. Ouais, le RSD, ouais. Le Rafale Solo Display qui change d'ailleurs. Peut-être qu'on en parlera bientôt. Là, ça y est. Ils ont annoncé le nouveau remplaçant. J'ai vu des images là avec une belle déco, je trouve, le Rafale bleu, blanc, rouge. Ouais, alors attention parce qu'elle n'est pas encore officielle. Elle va sortir bientôt. Je crois que c'est. Ouais. C'est Régis aussi qui l'a fait encore cette fois. Mais bon, on la présentera à l'occasion. En tout cas, voilà, la journée était assez sympa. C'était. On a passé un bon moment. C'était cool. Qu'est-ce que t'as mangé alors? T'as bien bouffé? On a mangé du saumon avec des petits toasts en entrée. Après, il y avait une dinde avec... il y avait quoi avec? Des petits trucs de pommes de terre, c'était pas mal. Et puis en dessert, il nous avait fait un fraisier. C'était plutôt cool. Voilà, c'était sympa. C'était sympa. Et on salue d'ailleurs les anciens. Alors, hop, est-ce que je peux vous le montrer? Attendez, hop, je fais ça. Voilà, regardez bien, je vais remettre la caméra là. On remercie les anciens parce qu'on a deux petites nouvelles déco qui apparaissent sur le bar. C'est le premier logo en fait de la patrouille de France. Le tout premier, vous voyez en jaune qui est là en dessous. Donc ça c'est l'originel. Et il y a eu le suivant, le deuxième qui était ici. Et le troisième que vous connaissez qui est là-bas dans le fond. Voilà. Donc, quand j'étais gamin, je m'étais amusé à dessiner des patchs de la patrouille de France là, quand j'étais ado. Ouais. Je dois les avoir encore dans mes cartons à dessin. On remercie Taz d'ailleurs qui nous a mis de côté, qui nous les a fait passer. Peut-être qu'on l'aura d'ailleurs un de ces jours dans la zone. Je voulais les proposer à la patrouille de France, mais j'ai jamais eu l'occasion. Voilà pour ce petit débrief, c'était bien cool. Et d'ailleurs à notre table tout à l'heure, il y avait le Charognard qui était avec nous. Donc c'est le futur leader de l'année prochaine. Allez, on va terminer cette petite rubrique actu par le t-shirt collector 2026. On vous en parle depuis un moment. Ça y est. Ça y est, ouais, vous êtes placé. Alors Julo, est-ce que tu peux envoyer le lien éventuellement dans le chat parce que tout le monde ne s'est pas encore placé. En tout cas, des précommandes qu'il y a eu sur le Discord. Merci beaucoup Julo. Voilà, vous avez le lien de précommande. En gros, vous cliquez sur le lien, vous remplissez le truc. Par contre, si vous le faites, évidemment, hein, c'est que vous vous êtes engagé à en commander un parce qu'on va faire pile poil le nombre. C'est 40 exemplaires. Au bout de 40 exemplaires, il n'y en a plus. Voilà. C'est facile à répondre aux questions, hein, je dis aux gens. Ouais, voilà. Donc, en gros, vous positionnez. Adresse, etc. C'est ça. Taille, la couleur. Si vous en voulez un ou deux, parce qu'il y en a qui en voulaient deux, donc on a laissé la possibilité d'en avoir deux. Vous remplissez le modèle homme-femme, la couleur, bleu ou blanc, et puis la taille. Voilà. Et une fois que c'est fait, que c'est répondu, nous, ça arrive chez nous, on fera la comptabilité, si on ose dire, dans les jours qui viennent, là, donc peut-être d'ici la fin de semaine, donc ne traînez pas, et derrière, on envoie en fabrication pour être livré le plus vite possible. Voilà. Le tarif, je le rappelle, c'est aux alentours des 25 €. Le plus il y aura de t-shirts, le moins ce sera cher, et pour les frais de port, compte à peu près 5 € là, pour les colis par la posta. C'est un peu ça. Voilà. Sachant que nous, et d'ailleurs, nous, on les commande aussi, hein. C'est-à-dire, c'est pas, c'est tout, c'est comment dire, un truc communautaire, si on peut dire. Voilà, j'ai fini la rubrique actualité de ce soir. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, les amis? Il n'y a pas une petite news en rapport avec le jour, il ne s'est rien passé le 29 avril? Ah non, j'ai pas fait. Bah alors en fait, le 29 avril, je suis parti du principe que l'histoire de la PAF là, avec les anciens, ça pouvait être aussi quelque chose d'un petit peu mémoriel.
Ah bah voilà, très bien. Bon, bah du coup tout est dit. Voilà. Alors, si je peux me permettre, pour revenir sur le mois d'avril, mais je pense que j'en avais peut-être parlé la semaine dernière, mais le 21 avril, c'était la commémoration de la mort du Baron Rouge qui s'est fait descendre le 21 avril 1918. Manfred von Richthofen. Voilà, il s'est fait descendre près de Corbie, à côté d'Amiens. Voilà. Et il y a le 25 avril aussi, c'était mon anniversaire. Ah bah voilà, la naissance de Mathieu DLV, Voilà, merci. célèbre animateur au 132 ans, c'est ça, hein? 130, oui, quasiment, ouais. Bon, Bah, ça compte plus maintenant. tu nous enverras une photo, on la mettra en noir et blanc, on l'incrustera dans le... Oui, avec des papiers jaunis, ouais. Bon, bah écoutez, on a terminé donc cette rubrique actu. Je vous propose de passer à la séquence suivante. On en a parlé, c'est l'école de pilotage. L'école de pilotage ce soir qui est consacrée avec nous autres à la partie matérielle. Et c'est tout de suite. Le briefing avant-vol de la zone aéro. Les instructeurs ouvrent l'école de pilotage. Voilà, et on retrouve nos amis en grand, c'est magique, superbe. Bien, on va vous mettre aussi à contribution dans le chat parce que peut-être que vous-même vous êtes déjà équipé ou que vous souhaitez vous équiper. Et auquel cas, on aimerait bien savoir au fur et à mesure de l'émission ce que vous utilisez comme matériel pour voler. L'idée, elle est simple, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui, quel matériel vaut le coup. Évidemment, il y a une notion de rapport qualité-prix dont on va parler. Et puis, il y a aussi peut-être une question de niveau, ou de là où plutôt on en est. Est-ce que on peut prendre le même matériel pour un élève pilote qui débute ou pour quelqu'un qui est un peu plus confirmé? C'est une question qu'on peut se poser. Et aussi peut-être en fonction de l'activité que vous voulez faire, sur quel avion vous allez voler, etc. Donc l'idée, c'est de faire une sorte de petit point et de voir un peu, peut-être nous dire un petit peu ce que nous on a, et puis peut-être voir avec vous ce que vous voulez, pourquoi pas. Et voilà. Donc j'espère que vous participerez nombreux et nombreux dans le chat avec nous, qu'on sache un petit peu aussi ce que vous utilisez vous. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il raconte ton Blériot-Bot là, les Concorde? Ah oui, non mais je sais pas s'il dort ou. Faut le calmer, hein. Ah non, ça y est, il se réveille. Tu vois, il est là. Non, il dort. Tu vois, il dormait là. Ah bah il rêve voilà. Ah non, ça y est, regarde, ça y est, il est réveillé. J'ai réveillé. Encore en mode drone. On parle de lui, forcément, il se réveille. Blériot, ouais. Bien. Salut Serge, merci d'être présent. Coucou. Allez, c'est parti. Par quoi on commence? Qui veut commencer? J'ai préparé un petit diaporama. Ah bah c'est bien que tu me le dises maintenant alors que j'ai pas incrusté le lien. Je vais partager mon écran, c'est pas grave, ma fenêtre, ça va marcher. Ah, ouais, mais alors on va rien voir. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer quand même. Faut que tu me le dises avant, ça, Nico, parce que sinon. C'était une journée un peu difficile là. Il l'a fait pendant la pause. Ah ouais. Non, mais ça va très bien marcher. Non, mais je propose de commencer parce que. Vas-y. Avec les bases, hein, pour préparer des vols, quoi. Donc, je vais commencer. Donc, voilà. Donc, ma fenêtre, elle est ouverte. Je vais partager ça. Fenêtre. Voilà. La règle de CRA. C'est bon, vous voyez? Bah non. Non? Bah non, parce que je pense que c'est pas le même lien. Ah non. Pourquoi je partage ça? Et oui, parce que moi je vois, mais sur Ninja, Nico. Ah d'accord. Okay. Bon, bah c'est pas grave. Après, est-ce que tu as une règle de CRA? Parce que si tu as une règle de CRA, peut-être que... Ah, mais attends. Peut-être que j'en ai une ici, avec un peu de chance. Et comme ça, peut-être que ça peut être illustré en même temps que tu expliques. Est-ce que je l'ai là ou pas? Et vous allez voir qu'à tous les coups, je l'ai pas. Non, elle est pas là. Alors, moi j'ai une règle. Mais de CRA ou pas de règle de CRA? Voilà, ça c'est ma préférée. C'est pas la même que toi, c'est pas celle de CRA. Ouais. Ok. Ça c'est ma préférée. Alors on peut commencer par celle-là alors. Voilà. Donc ça c'est la petite règle qu'on a dans la pochette VFR. Alors est-ce que maintenant elle y est encore? Il y a tellement de changements avec cette pochette VFR sur le SIA.
Donc voilà. Donc là, Sébastien est en train de nous montrer le carré, ce qu'on appelle le carré de déroutement, que personnellement, j'ai jamais utilisé. Alors celui-là, moi, je l'utilise pas non plus, mais je l'ai récupéré, je sais pas où. C'est pour ça que je l'ai. Mais tu te déroutes jamais, toi, Nico, aussi. Non. C'est quoi qu'il arrive, on y va, quoi. Moi, je vais au bout. Rien à foutre. Je vais tout au bout. Donc voilà, donc vous avez différentes règles. Alors faites bien attention, hein, c'est pas des règles que vous allez aller acheter à Leclerc, au Carrefour, au Auchan ou ailleurs. C'est des règles surtout qui sont graduées en nautique. Hein, en nautique, voilà, celle doit vous montrer, voilà. Donc sur le carré, et souvent c'est associé sur le plastique, sur la règle, c'est associé à un compas en fait, à un rapporteur. Donc là on voit bien sur le carré de déroutement qu'il y a nord, est, sud et ouest. Et puis on a la rose des vents, quoi, graduée de 0 à 360. Et puis sur les bords, on voit que c'est gradué. Il y a différentes échelles, hein, donc c'est en nautique. Donc il y a le temps sans vent par rapport au facteur de base. Là, on a un facteur de base de 0,55 qui équivaut à peu près à nos avions légers. Et en fonction de l'échelle de la carte. Voilà. Facteur de base, il y a 0,7, 0,55, 0,5 et 0,6. Voilà. Donc une graduation en minutes par rapport à la vitesse de ton avion, en fait. C'est ça. Voilà. Et comme c'est transparent, on peut poser dessus, on lit directement le nombre de minutes. Et en plus, pour calculer, vous avez même une petite ficelle là qui est au centre qui vous permet, par exemple, de positionner sur votre carte le carré de déroutement. Vous emmenez la petite cordelette sur la ville suivante et vous n'avez plus qu'à lire en fait sur votre carré de déroutement le cap. Voilà. Alors, il faut préciser que ce genre d'accessoire devient nécessaire quand on attaque la partie navigation de l'information, mais c'est pas nécessaire pour débuter. Ouais. Ah, bravo Serge qui a regardé 25 streams consécutifs. Bravo. Merci de ta fidélité. La règle de CRA, on peut dire aussi que c'est un truc de marin au départ. Oui, c'est utilisé pour la navigation dans la marine marchande. Pour tracer leur route et puis en fonction des vents, etc., pour éviter les récifs. Et la règle de CRA d'ailleurs qui exige quand même un petit entraînement avant de l'utiliser, hein, parce que c'est super pratique. Enfin, c'est super pratique. Quand on sait l'utiliser, c'est très efficace, mais il faut quand même un petit peu d'entraînement pour l'utiliser correctement. Hein. C'est un peu, tiens, Mathieu, si tu peux remontrer la petite règle de la pochette VFR. Donc c'est pareil, hein, donc, sur chaque bord, là on voit que c'est bleu clair, donc c'est les graduations en nautique. Et puis en fait les deux ronds que vous voyez bleu ciel, ce sont les graduations des roses des vents là, pour déterminer sa route sur la carte. Et en fait il y a deux façons. Donc sur le cercle bleu ciel, on voit que c'est gradué en fait pour positionner sa règle sur les latitudes. Voilà, c'est ça. Et alors, il y a les deux. Soit on voit mal là, mais il y a aussi une rose des vents qui est faite pour pouvoir mesurer sa route sur la carte par rapport aux longitudes. C'est ça. Les méridiens ou les parallèles, en fait, il y a une graduation intérieure et une graduation extérieure, puisque là après ça devient un cours de cartographie, mais il va falloir bien positionner sa règle sur la carte, donc soit par rapport à un parallèle, auquel cas on va lire la couronne intérieure, ou soit par rapport à un méridien, et là on lira la couronne extérieure. Mais là, j'avoue qu'on voit pas grand-chose en fait. Bon. Alors, on en avait parlé ça avec notre ami Dylan. Il y a une vidéo qui est en ligne, le replay, sur la préparation d'une navigation, et on en parle un petit peu à l'intérieur. Donc, je vous invite à aller y faire un tour. Et déjà, vous aurez des infos sur l'utilisation de ces règles. Mais bon, voilà, il y a déjà le choix de la règle. Yes. Bon. Ok. Donc, qui dit règle dit carte aussi, non? Ah. Ouais. Alors vous avez aussi donc deux types de cartes. Donc on va revenir dans la pochette VFR où vous avez peut-être trouvé cette règle. Et dans cette pochette VFR, vous avez donc des cartes au 1 millionième. Ah, donc cette carte-là, c'est des cartes officielles, on va dire. Sinon à côté, vous pouvez pour naviguer, ce qui est mieux pour naviguer en VFR, c'est des cartes au 1 500 000. Donc, alors les cartes au 1 500 000, c'est des cartes de comment ça s'appelle, c'est de géographie là.
l'hygiène, voilà, chercher le mot, de l'hygiène, et tandis que les cartes au 1 millionième. Ah voilà, Mathieu il l'a. Oh, il n'y a pas un trou au milieu là, Mathieu? Non, il y en a 4. Il y a 4 trous. Oui, parce que, figure-toi, mon cher Seb, que je t'ai sorti la carte au millionième de 2015. Ouais. Voilà. Alors, vous m'excuserez, elle a probablement servi un certain nombre de fois. Ouais. Et elle a servi 11 ans, hein, puisque moi, je n'ai pas changé ma carte. Toujours la... Elle est à jour? Toujours la même. Elle est à jour de 2015, oui. Alors, moi, je vais vous montrer vite fait en incruste. J'espère que ça a marché. Voilà. Là, vous avez vite fait, alors on va retrouver nos amis tout de suite, mais vous avez la 1 500 000, je crois. C'est la 1 500 000, celle-là? Oui, ça y ressemble. Hein. Sur Géoportail. Vous voyez, vous tapez Géoportail, vous avez l'adresse là en haut, là, carte-oci-VFR, et vous avez les différentes zones. Vous voyez que dans le sud, là, ça cumule un petit peu les zones. Voilà, et puis si je veux voir par exemple une région particulière, j'ai plus qu'à zoomer, et puis là j'arrive à voir un petit peu ce qui est marqué. C'est assez bien foutu. Voilà. Et elle est gratuite. Voilà, vous avez toute la carte de France qui est comme ça. Sur Géoportail, hein, parce que la version papier, elle est payante. Hein. Là, alors la version papier, elle est payante évidemment, mais là elle est dématérialisée, elle est gratuite, et ça vous permet déjà de récupérer pas mal d'infos. Voilà. On peut dire aussi peut-être que ces cartes-là, elles sont disponibles sur des espaces numériques, sur des tablettes par exemple. Ça, je vais en parler après, ouais. Ok, très bien. Yes. Très bien, très bien. Parce qu'effectivement, là, pour vous donner une idée, donc ça c'est la carte, mais évidemment elle est pliée. Dans l'avion, on arrive vite à un truc comme ça. Voilà. et là, il y en a que la moitié. Alors, donc voilà, ça demande un peu d'organisation. Par contre, quand on est utilisateur de la carte papier, on développe une compétence qui quand même n'est pas extrêmement pratique, c'est qu'on devient un excellent plieur de cartes, puisqu'en 2 minutes, hop, on retrouve une carte pliée. Et ça, c'est vraiment l'aéronautique qui m'a fait développer cette compétence-là. C'est vrai qu'avant, je ne savais pas replier une carte. Voilà. Voilà. On va faire du bricolage. Du bricolage et du pliage. Voilà. Très bien. Alors, il faut préciser qu'effectivement, la carte au million, il y en a 2. Il y a une nord et une sud. Alors que la carte aux 500 000, il y en a 4 pour la France. Hein. Voilà. C'est normal puisque c'est deux fois l'échelle. Oui, mathématiquement, on retombe sur nos pattes, comme on dit. Hein. Exactement. Alors, je vais me suppléer peut-être au chat pour poser ces 2 questions. Pourquoi la 1 500 000 et pourquoi la 1 millionième? Qu'est-ce qui répond là? Parce que il y a plusieurs réponses. Nico, tu as une réponse à faire? La 1 500 000, elle est plus précise au niveau des repères sols. Ouais. Elles prennent pas le même volume aussi. Non, c'est plus précise pour faire du cheminement. Il faut préciser que la carte au million, elle va du sol au niveau 195. Voilà. Et la 500 000, elle est limitée, oui, effectivement. Elle s'arrête, j'aurais dit, de la surface. J'aurais dit au 115, mais là je vois marquer 5000. Alors, c'est jusque 5000 above sea level. Au-dessus de la mer, 5000 pieds au-dessus de la mer ou 2000 pieds surface, quand c'est dans les régions montagneuses. C'est ça. Donc on est sur évidemment une carte qui a beaucoup plus de détails au sol sur la 500 000, mais par contre qui a beaucoup plus les espaces aériens type les espaces aériens d'altitude dans la million. Donc c'est 2 étages, on va dire, différents, avec 2 échelles différentes. Exactement. On peut résumer ça comme ça. C'est vrai que pour traverser la France, on va plutôt prendre la million. Pour aller faire une navigation de 20 minutes, une demi-heure, on va prendre la 500 000.
La 500 000 d'ailleurs, on peut aussi avoir dessus les points d'entrée dans les CTR, des fois pas. Donc après, ça va dépendre aussi de la taille quelque part des CTR. Il y en a qui sont reportés, d'autres pas. Et ça justement, c'est un truc qui est pratique avec les applications donc, qui ont les mêmes fonds de carte que donc la 500 000 ou la million. On peut venir superposer sur la carte justement sur le fond de carte de l'application, sur une tablette par exemple, des points d'entrée de CTR. Des espaces particuliers, des couloirs aériens militaires. On peut même activer, il a une fonction pour savoir si ces couloirs militaires sont actifs ou pas au moment où on a l'application d'ouverte. Alors, c'est quoi une CTR, nous demande Serge. Ah. Alors, moi, ça me parle pas du tout. Alors, comment on peut dire on va imaginer un aéroport, d'accord? Cet aéroport, il est posé par terre, hein, et on va imaginer virtuellement un cylindre autour de cet aéroport. Vous voyez? Donc l'aéroport, il est au milieu du cylindre virtuel. Ce cylindre-là, on va l'appeler une CTR. C'est une zone de contrôle terminal qui va permettre aux avions d'être en relation avec un contrôleur aérien, ceux qui sont, alors, pas tous, mais en partie pour le trafic aérien commercial, pour venir se poser. C'est-à-dire qu'ils vont être guidés pour les départs et les arrivées dans cette petite zone. Il peut y en avoir plusieurs pour différents aérodromes. Et au-dessus, on va avoir un espace plus grand qui va être connecté avec ces CTR qui sont en dessous. Cet espace aérien plus grand va être une TMA. C'est aussi une zone terminale de contrôle dans laquelle les avions vont être avec des contrôleurs aériens, mais cette fois-ci sur une étendue un peu plus globale. Est-ce que je peux le montrer là d'ailleurs ? Parce que j'ai gardé la carte. Ouais, une CTR, c'est fait effectivement pour la gestion des trafics au niveau de l'aérodrome. Tandis que les TMA qui sont au-dessus, ça sert effectivement pour régler et gérer les trafics qui sont au-dessus, qui sont à l'arrivée ou au départ, une fois qu'ils ont quitté cette CTR. C'est ça. Donc là, vous voyez, je vous ai mis la zone de Lyon. On voit les deux aéroports de Lyon, là, avec Lyon-Bron et Lyon-Saint-Exupéry. Il y a du trafic commercial sur les deux. Ici, là, on va avoir, alors je ne sais pas si vous voyez la souris, ouais. Là, vous avez les CTR. Donc elles sont collées au sol. Et après, vous avez des zones un peu plus larges, là, autour. Vous voyez, c'est marqué ici TMA. Donc là, c'est des zones qui sont au-dessus. Donc les avions qui veulent venir à Lyon, ils rentrent dans la TMA les guide dans la bonne CTR, et la CTR les fait atterrir sur la piste. Je résume beaucoup, mais c'est un petit peu ça l'idée. Il y a toujours un aéroport au milieu d'une CTR. C'est ça. Voilà. Mais il n'y a pas toujours de CTR autour d'un aérodrome. Exactement. Non plus. Ok. Ça marche dans un sens, ça ne marche pas forcément dans l'autre. On va demander si on a répondu à la question de Serge. Est-ce que Serge, notre réponse te convient? Est-ce que c'est clair? Il faut nous le dire. Alors, moi, j'ai encore un autre objet qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde et qui marche très bien quand on sait l'utiliser. Voilà. Le computer. Le fameux computer. Alors ça marche très très bien pour les vitesses, les consommations, pour les dérives, pour tout ce que vous voulez, quoi. Vous avez ça dans l'avion. Et puis ça fait un peu Poppy Boynton, parce que c'est un objet qui date, c'est quelque chose qui date de très longtemps, quoi. Donc les aviateurs pendant la guerre, ils utilisaient ce genre de truc pour aller faire leur mission. Mais non, c'est une fois qu'on sait l'utiliser, et c'est pas sorcier en fait à utiliser. Voilà, Seb, lui, il en a un en moderne plastique. Et une fois qu'on sait l'utiliser, ça marche très très bien. Même en l'air, pour recalculer ses vitesses sol, pour recalculer, voilà. Bon, les élèves pilotes de ligne apprennent à l'utiliser dans le module de radionavigation, puisqu'il y a des cours qui sont dédiés un petit peu à ça. Voilà. Et ce n'est jamais utilisé après en ligne, hein. Attention, précisons bien. Après en ligne, on appuie sur des boutons, donc on tourne plus. Tous les objets qu'on va montrer là, ils sont plus utilisés en ligne. En fait, ce sont des objets de musée qu'on n'utilise plus, mais qu'on a utilisés, respectivement d'ailleurs. Non, mais je pense qu'il faut dire qu'à chaque avion son outil. Ça, c'est des outils qui vont vous permettre de pouvoir naviguer dans des avions qui sont très peu équipés. Alors que dans des avions de ligne qui sont super équipés, il n'y a plus besoin forcément de ces outils-là. Bon, sachant que maintenant, on a des GPS même dans le plus petit des ULM, il faut quand même, de manière réaliste,
Voilà, savoir que ça sera essentiellement à base de GPS que les choses se passeront. Mais ça n'empêche pas d'avoir un équipement personnel en parallèle. Et notamment depuis des cartes. Hein, c'est même, ça ne remplace pas des cartes, attention. Hein. On n'est pas à l'abri d'une panne. D'un brouillage. De l'iPad, d'un brouillage. Donc c'est bien d'avoir un peu des outils, on va dire, vieille branche. Voilà. Comme pour le permis mère, bah oui, c'est ça. Hein, comme pour les permis mère, c'est la même chose, où il y a effectivement les GPS qui peuvent guider, et puis il y a le travail sur carte, où en hauturier, bon, on apprend à tracer des routes sur, des routes sur les cartes. Quoi. On sait jamais, hein. Des fois tu as des méchants, là, j'ai vu ça dans James Bond, ils ont des satellites, ils envoient des ondes, ça casse tout, quoi, tout ce qui est électronique, hein, donc fais attention. Hein. Il y a Freeflight qui demande si Nico va sortir son sextant. J'espère, c'est pas un truc graveleux, Freeflight rassure-nous là. En un mot, s'il vous plaît, restons corrects, en un mot. J'allais le dire. Non, c'est pas un truc graveleux, ça va. Ne le tentez pas, ne le tentez pas parce que... il en serait capable. Ah non. C'est une bonne idée d'en parler parce qu'effectivement, les sextants, donc, qui est un instrument qui est venu des marins sur les bateaux, qui a été utilisé aussi dans les avions. C'est pour ça que sur certains avions, comme le Constellation ou les avions anciens, même dans les années 50, 40, 50, ils ont, je ne sais pas si vous avez déjà vu, un dôme de verre au-dessus sur le toit de l'avion. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Le Transal aussi en avait un. Voilà. Et donc ça servait au navigateur à regarder le ciel avec son sextant afin de pouvoir se repérer par rapport au soleil, etc. De calculer sa position en fait. Ça a été un outil aussi de navigation dans l'aérien. Avec au moins deux petits inconvénients liés au sextant, mais que ce soit en mer ou en avion, bon déjà effectivement il ne faut pas que ce soit nuageux, puisqu'on se repère à l'aide du soleil, à l'aide des étoiles beaucoup, donc forcément si il y a nuageux, tu peux pas savoir où t'es. Et puis il y a un autre problème qui est vraiment spécifique à l'avion, je ne sais pas si vous avez déjà embarqué une paire de jumelles dans un avion et essayé de regarder au sol avec, c'est très compliqué, ça bouge énormément. Les vibrations de l'avion font que c'est très difficile de maintenir vraiment fixe une image, et le problème se retrouve également du coup avec un sextant dans un avion, c'est-à-dire qu'on est censé aligner avec l'horizon des étoiles et des choses comme ça, mais quand ça bouge tout le temps, et au final on a une imprécision, je ne sais pas, de l'ordre de peut-être de plusieurs centaines de kilomètres, mais voilà, on a dû faire avec à une époque, c'est vrai. Ça donne un ordre d'idée, on va dire. Ouais. Un autre objet pour débuter, alors voilà, la planchette de vol, qui est pratique pour ranger les logs, pour mettre le stylo. Voilà. Alors, pour bien réaliser, j'ai la version réelle. En fait, elle s'accroche sur la jambe à l'aide de scratch. Voilà, hop, qui viennent. Donc ça permet de voler sur le dos, du coup, hein, de faire des boucles, et la planchette reste bien accrochée. Et donc de l'autre côté, effectivement, on accroche des stylos, on met un petit cahier, hop, un petit cahier dessus, c'est bien foutu, il y a une petite pince. Et ça permet en fait, on se retrouve beaucoup à prendre des notes en vol de différentes choses, des informations météo, des fréquences, des codes transpondeurs, des clairances. On voit que tu as deux stylos 4 couleurs là. Il y en a un secours au cas où l'autre n'aurait plus de piles. Exactement, c'est le principe de la redondance. Ah, toujours avoir un spare. Bien vu, voilà. Nico, il l'a vu. Alors, c'est vrai que il y a certains matériels qui coûtent un peu cher. Alors moi, je me souviens, j'avais acheté juste une planchette comme ça coûte 10 €, quoi, un truc comme ça. Et j'avais passé mon CPL là-dessus avec ça parce que c'était grand, je pouvais mettre le log de nav, c'était du A4. Et donc j'avais une planchette toute simple comme ça, qui était très pratique aussi pour écrire. Et mais voilà. Il en existe effectivement d'un peu plus sophistiqué. Alors, le même principe, une planchette qu'on accroche à la jambe pour pouvoir écrire, mais il y a une espèce qu'on appelle ça des intercalaires pour pouvoir glisser dedans des fiches, et notamment ce qu'on appelle les cartes VAC. Alors, je ne sais pas si c'est nécessaire de repréciser ce que sont des cartes VAC, mais en deux mots, voilà, c'est des cartes qui décrivent un aérodrome ou un aéroport, et c'est essentiel lorsqu'on
kit où on arrive sur un terrain pour aller là où on nous demande, notamment les fameux points de report. Hein, si on nous demande de rejoindre le point Sierra Whisky de la CTA, puisque maintenant tout le monde sait ce que c'est, de Montpellier, c'est Cartevac qui nous indique où est ce fameux point Sierra Whisky. Voilà. Donc il y a plusieurs déclinaisons de la planchette de vol, la version basique comme tu as dit, mais une version aussi plus Alors moi j'ai celle-là, vous voyez. avancée. Donc ça c'est comme une planchette de vol, pareil. Là, tu l'accroches. Voilà, devant on peut mettre aussi des choses devant. Par contre, ce que j'ai moi là-dedans c'est ça. C'est-à-dire que je l'ouvre et j'ai ma tablette qui est directement dedans. Ah. Et donc pratique j'ai aussi, ouais. un stylo ici, un stylo connecté, rechargeable, qui me permet d'écrire, de prendre des notes directement sur ma tablette. Sur l'iPad. Voilà. Et oui. Donc ça c'est un truc qui coûte quand même un peu plus cher parce que ça veut dire que avec la planchette il faut le stylo, il faut la tablette et donc ça coûte un certain prix quoi. Mais par contre c'est bien, c'est du 2 en 1. C'est ça. Voilà. C'est du 2 en 1 puisque ouais, là tu voulais nous montrer la tablette. Ok. Ouais, donc ça c'est la tablette A4. planchette. Alors ça c'est la planchette Planchette de A4. Ouais. Voilà, planchette de vol A4. Alors ce qui est pratique, alors ça marche que dans les avions où c'est plutôt un yoke, vous voyez, un volant on va dire, comme les TB20 ou comme les PA28, et avec un manche un peu plus difficile. Ça permet en fait quand c'est grand comme ça de le poser sur ses genoux et ça fait un bureau en fait. C'est assez grand pour faire carrément un bureau et c'est assez pratique aussi. Ouais. Voilà. Faut avoir de la place. Voilà. Alors, autre équipement aussi. Alors, deux petites secondes, parce que là, il y a Vince qui dit il y a quoi sur la tablette? Carte numérique, le GPS, des procédures, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, la tablette, on en parlera juste après, Mathieu. Ouais, je vais la développer Ok. après. Je te laisse finir, Nico. Attends, il y a juste un truc, moi, je voudrais parler, pour terminer ce truc-là. C'est par rapport aux tablettes. Moi, j'ai trouvé ça. Voilà, ça s'appelle, je sais pas si vous le voyez bien, Fusion, Rocketbook Fusion, ça s'appelle. Vous trouvez ça, il y en a sur Amazon. C'est comme un petit cahier un peu plastifié. Par contre, vous avez des stylos comme ça. Voilà, ces fameux stylos effaçables qui s'effacent thermiquement. Donc là, vous pouvez prendre des notes. Je sais pas si on le voit. Tac. Ouais. Et en fait, quand c'est fait, eh ben, vous voulez plus, eh ben, vous pouvez, avec la gomme qui est derrière, vous pouvez venir effacer le truc. Donc c'est réutilisable. Par contre, elle s'accroche pas, s'accroche pas à la cuisse, celle-ci. Non, celle-là, elle s'accroche pas à la cuisse. Ok. Voilà, mais c'est quelque chose qui existe. Voilà. Qui peut venir se pincer sur une planchette. Bah, disons que moi je l'ai en spare parce que si jamais ma tablette tombe en rade, j'ai au moins de quoi écrire dessus. Eh oui. Voilà. Vas-y, Nico. Alors, autre objet aussi qui est très pratique, c'est. Alors, vous allez rigoler, hein, mais c'est vrai que c'est pratique. C'est la chemise. Voilà, avec le stylo. Donc, le stylo, forcément, on en a besoin. Mais surtout, la chemise où on peut mettre le stylo dans la poche. Ah oui. Ça évite de le perdre. Alors, il y a des planchettes, vous avez montré des planchettes où on peut accrocher le stylo. Mais là, avoir le stylo dans la poche, là, je pense que c'est beaucoup plus pratique. On l'a tout de suite, on l'enlève, on le remet. Alors, attention, alors c'est un stylo à clic. Vous voyez, c'est un stylo à clic. Alors, attention à bien cliquer pour entrer la mine. Sinon, c'est des traces de stylo sur la chemise. Indélébile. On sent le vécu. Ça me vécu. Et alors, j'ai pas parlé, mais je l'ai pas là. Alors, c'est bizarre. Je vais essayer de le retrouver. Nico a des trouvailles, oui, c'est un petit peu notre Pierre Bellemare à nous, hein. Il nous présente des trucs, hein. Je fais des économies là où je peux. Ah, ben j'ai pas l'image, mais Alors c'est vrai que le stylo sous les pieds, c'est plus compliqué, même sous le palonnier. Alors oui, il faut dire aussi qu'on encourage toujours les élèves, notamment sur les bics, pour ne citer que avec le petit truc au bout, d'attacher en fait les stylos, et même d'ailleurs n'importe quel stylo. Parce que s'il tombe, quand ça bouge... Alors, on n'a pas parlé pour les cartes. Je reviens sur les cartes, notamment les 500 000 plastifiées, pour tracer les navigations. C'est bien aussi d'acheter des stylos feutres indélébiles de différentes couleurs. Hein. Il existe des paquets de 4 stylos, donc noir, bleu, vert et rouge, d'accord, qui permettent en fait de tracer la navigation sur la carte 500 000
Indélébile, t'es sûr? Ouais, indélébile, mais qui s'enlève facilement à l'alcool ou à l'acétone. Ah oui, parce que c'est plastifié. Alors, Voilà, il existe c'est aussi des qui s'effacent à l'eau. Alors c'est pareil, quand il fait très chaud, si on transpire, on passe la main sur la carte, on peut effacer quoi. Voilà. Et pour se même, faire. je pense que même l'indélébile sur les cartes plastifiées avec du lave-vitre, les pchipchis de lave-vitre, il paraît que ça marche aussi pour les effacer. Ah ouais, à essayer. Donc voilà, moi je conseille ça. Mais il faut que ce soit bien une carte plastifiée, hein, sinon... Ah oui, il faut une carte plastifiée, parce que là, sinon, sur une carte papier, si vous faites 3, 4 naves, là, vous n'allez plus vous retrouver. Hein. Parce que les cartes 500 000 dont on a parlé, donc il existe, vous pourrez citer une version papier et une version papier plastifié, un petit peu plus cher évidemment, mais beaucoup plus solide aussi. Et sachant qu'on passe notre temps à les plier, déplier, finalement, c'est pas un investissement inutile, je trouve, voilà, peut-être mettre 10 € en plus par carte, je crois, pour avoir la version plastifiée, mais qui permet déjà qu'elle se déchire pas et que du coup, qui permet d'être feutrable. Du coup. Et pas gommer, parce que des fois on en voit qui tracent au crayon de papier des naves, et puis après quand on efface, mais en fait on efface le fond de carte avec. Voilà. Et oui. Et on voit mal le crayon de papier. Ça... Enfin, bref. Alors, dernier objet qui est un instrument en fait officiel pour la navigation, pour l'aviation. Voilà. Voilà. La montre. La montre que tu ne portes pas, Nico. Voilà. Donc tout à l'heure, j'ai quand même l'heure. Donc une montre très pratique parce que c'est au poignet. Combien d'élèves j'ai vu de prendre leur portable dans leur poche là pour aller. C'est quoi leur bloc? Ah ouais, d'accord. Hop, puis remettre le téléphone et puis. Voilà. Donc une montre. Alors chrono, c'est bien aussi, c'est très pratique. Donc voilà, une montre bracelet. Donc ça, je pense que c'est un instrument assez indispensable aussi pour faire de l'aviation. Sans forcément parler d'une montre Breitling ou d'une montre, n'importe quelle montre de marque. Une montre basique suffit, mais effectivement, il faut une montre. Voilà. Moi, je vais vous donner aussi une petite astuce. Alors après, vous en faites ce que vous voulez. Vous connaîtrez souvent des gens qui ont acheté donc ce type de règles ou d'autres sur lesquelles on retrouve donc le temps de vol en minutes selon le facteur de base. Et bien la prochaine fois que vous achetez les chaussures, vous gardez la boîte et vous fabriquez votre propre petite règle en carton sur les mêmes principes. Alors, soit vous calculez par rapport à votre échelle, vous reportez, vous faites vos traits sur votre carte et vous fabriquez votre carte vous-même. Ou sinon, vous allez voir le pigeon qui a acheté ça, et puis vous lui piquez la règle le temps de faire vos traits, et après vous plastifiez votre règle en fonction de la vitesse de votre avion. Voilà. Et ça vous coûte 0. Très pratique aussi. Voilà. Vous pouvez faire vos propres outils aussi. Ah ouais, ça... Do it yourself. Voilà. Ça marche très bien. Là, on a bien parlé un peu de tout l'équipement de l'aviation préhistorique. C'est bien sympa. Donc moi, pour les jeunes, je le conseille de débuter peut-être avec ça, même si maintenant on a des outils bien modernes. Enfin, moi, je trouve ça assez ludique d'utiliser encore la carte, le crayon, la montre, etc., le computer. Tout ça, c'est des choses qui marchent très bien. Alors Vince nous dit le plastique est plus durable que le carton, ce qui est vrai, mais c'est peut-être aussi pas forcément plus pratique parce que regarde, ça je peux le fléchir mais ça va casser un moment, tandis que ça, regarde, je peux le mettre sur ma cuisse avec la carte arrondie sur la cuisse et malgré le fait que ce soit arrondi, je peux mesurer sur ma carte. Tu peux même renforcer ton carton avec du scotch, comme ça le plastifie. Et ouais, c'est ça, c'est ce qui est au bout. Il est encore plus solide. Il date de 15 ans ce truc-là. Tiens, il y a Togalok qui est là. Alors lui, si Jérémy est là, lui il va rien comprendre parce qu'il n'a pas connu tout ça. Non, on plaisante. Les souvenirs. Ah ouais. Non mais lui il est sur les écrans maintenant. Nous on est encore avec ça. Ah ouais, mais on fait ce qu'on peut. Voilà donc pour l'équipement, pour ceux qui veulent s'équiper, donc pas cher, parce qu'il n'y a rien d'électronique dans tout ça. Et ça permet quand même de voler, de naviguer où on veut en France. Ouais. Voilà. Et dans le monde. Qui utilise encore des computers? Toga. Voilà, vous demandez à Toga, qui est là. Ouais, j'ai utilisé l'autre jour. Voilà, il vous donnera un cours. Hop. Voilà. On a parlé donc tout à l'heure des planchettes avec les tablettes. C'est vrai qu'il y a le fameux débat entre cartes, on va dire
papier, formel, et le tout digital, puisqu'aujourd'hui on a le droit, sous certaines conditions évidemment, d'avoir la documentation digitale sur ces tablettes. Il faut vérifier en tout cas dans vos structures comment est-ce que ça se passe, parce que il y a des consignes qui sont données, il peut y avoir une redondance qui est obligatoire à bord de l'avion. Peut-être qu'il faut 2 tablettes avec 2 sources d'alimentation différentes, etc. Donc ça, il faut voir comment ça a été rédigé. En tout cas, vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir des cartes à jour en format numérique. Voilà, ça marche, ça fonctionne. Et oui, et du coup, c'est ce que je voulais vous présenter. Merci, tu me fais la transition, Seb. Eh ben, je t'en prie. Voilà. Donc on a la version de ce qu'a montré Nico en dématérialisé, donc à base de tablettes, hein, basique, on est sur une tablette vraiment... Elle est éteinte. Ok, eh ben oui, elle est éteinte. C'est dommage. Et elle est maintenant allumée. Voilà, c'est pas grave. Donc, une tablette basique sur laquelle on va pouvoir mettre... allez, moi je vais conseiller 3-4 applications. Il y en a des payantes, il y en a des gratuites. Bon, alors moi, celle que j'utilise au quotidien, c'est ForFlight. ForFlight, vous retrouvez le petit symbole de ForFlight. Alors, il est où? On le voit plus. Là, c'est de l'autre côté. Mais il est pile dans le faux jour, tu vois. Bon, ah oui. En plus, je vois pas ce que je montre. C'est un petit avion avec une rose des vents autour, un petit carré bleu. Et ça permet, voilà, du coup, d'avoir, par exemple, le temps que l'image se précise, le fond de carte 500 000, par exemple. Et donc, ce qui est bien, c'est que, voilà, on va pouvoir zoomer pour aller... c'est hyper dur d'être à l'envers, de faire des choses en hier. Ah, je me sens débile. Et en plus, on voit pas très bien. Donc, je sais pas si je vais m'attarder trop longtemps. Donc, c'est simplement, c'est pas rentrer dans les détails de l'explication de ForFlight, mais voilà, il y a ForFlight qui existe. Donc voilà, là, on retrouve du coup la carte que tout à l'heure, le 500 000 dont on a parlé, et on peut la faire facilement défiler comme ça. Un peu partout, on a les 4 cartes regroupées en une. On a également du coup la version carte aux instruments. On peut venir sélectionner. Donc on a tout un menu là. Bon, je vais pas me faire commercial pour ForFlight, mais juste voilà rapidement décrire les différents menus. Donc ici on sélectionne le fond de carte IFR, VFR 500 000, VFR 1 million. On peut également rajouter des informations aéronautiques. Là, par exemple, je vais essayer de vous faire voir la différence par rapport à tout à l'heure. Et là, j'ai activé les zones et les couloirs militaires. Je voudrais juste vous faire la démo de avec et sans. Donc, voilà, ça c'est... non, ça c'est avec toujours. Voilà, ça c'est sans. Dans le milieu. Ouais, on voit que le bleu. On voit plus de rouge. Voilà. Et je la mets, je mets les informations aéronautiques, et là on va retrouver du coup les zones qui vont être les zones des couloirs rouges. Là par exemple on voit bien, ça c'est les couloirs militaires, ça s'appelle des ASBA. On va également retrouver tous les points d'entrée des CTA dont on parlait. Et on a différentes options. Si elle est connectée avec une carte SIM, on peut mettre aussi superposer des radars météo. On peut superposer, choisir des phénomènes météo. Donc où est-ce qu'il y a des turbulences, où est-ce qu'il y a du givrage, où est-ce qu'il y a des nuages, le vent aussi. En fonction de l'altitude, et les zones, les couloirs militaires actifs par exemple. Voilà. Donc, et là, bon, je vous parle de ça, c'est sa fonction basique. On peut bien sûr y intégrer un plan de vol. On peut déposer un plan de vol aussi, donc pour les vols IFR essentiellement, certains vols VFR aussi. Et c'est directement connecté à du coup le data center là, qui gère les plans de vol, Euro FPL. Merci Toga pour le sub et le petit courant d'air dans mon cou, ça fait plaisir. Yes. Voilà. Et ça, en fait, alors, oui, il y avait le tarif. C'est tout ce que j'ai présenté, quoi. Parce que le tarif, c'est quand même pas donné, cette petite histoire de ForFlight, hein. Alors ForFlight, ça s'écrit FORFLIGHT. Là, je vous laisse aller voir sur internet, mais effectivement, c'est des abonnements payants. On est à peut-être quelque chose comme 100 € l'année, c'est possible.
à faire confirmer, mais oui, c'est payant. C'est payant, mais c'est extrêmement pratique. Voilà. Ouais. Il faut Plus la tablette. Oui, plus après, la tablette, évidemment. Il faut aussi la tablette. Il peut y avoir votre position aussi d'indiquer si votre tablette est GPS. Et maintenant, il faut savoir que les tablettes sont quasiment toutes GPS, GLONASS, Galileo, elles sont multi-constellations. Donc vous pouvez arriver à avoir quand même une position assez précise. Mais attention, je précise quand même que c'est des moyens de radionavigation qui ne sont pas certifiés pour de la navigation pure. On est bien d'accord que ça reste de l'outil de consultation et de préparation. Absolument. On peut pas faire une navigation à partir du pins là, de position qui bouge sur la carte. Ça, c'est pas possible. Et effectivement, la tablette, elle a quelques inconvénients. La tablette, elle est dépendante d'une batterie, donc il faut que la batterie soit chargée. Selon les températures extérieures, notamment s'il fait froid, ça se décharge vite. S'il fait chaud, la tablette aussi se met en sécurité, elle se bloque, comme les téléphones. Et ça va vite. Dès qu'elle est éclairée, je veux dire, au soleil, ça va très très vite. Oui, en plus dans une housse, souvent il y a une housse de protection, évidemment elle a chaud d'autant plus vite. Donc il y a évidemment la nécessité d'avoir malgré tout en parallèle dans un sac à côté les cartes papier, ça c'est sûr. Je vous donne un exemple, là il y a 15 jours, je crois que c'est ça, on était en vol donc au-dessus de la couche, en IFR, on a franchi la couche, et j'ai un élève qui donc s'est trouvé en navigation, on allait sur Montpellier justement, je sais pas quelle heure c'était, et le soleil tapait sur sa tablette. Et en à peu près 10 minutes, la tablette s'est mise en sécurité. Parce qu'elle était éclairée, donc il a fallu qu'il la prenne, qu'il la mette de côté. En attendant, moi on s'est dépanné, je lui ai donné la mienne, On en avait une derrière, c'était plus simple. Et in fine, au bout de 5 minutes après de refroidissement, elle a pu redémarrer, il l'a récupérée. Et on est qu'au mois d'avril. Donc on est mois d'avril. La même chose en juillet-août. C'est une catastrophe. T'es Théo en plus au-dessus de la couche, donc du coup il fait froid quand même. On était au niveau 80, mais tu sais, quand t'es dans l'avion, ça chauffe à l'intérieur. Sous la verrière, c'est comme une serre, quoi. Ouais. Exactement. Donc après, on peut. Méfiance. Ouais, vas-y. Pratique, mais méfiance. Je termine du coup avec les applications. Donc effectivement, il en existe d'autres. On a parlé de HD VFR par exemple, que je connais moins bien, que j'utilisais avant, mais je connais moins bien. Qui est passée payante d'ailleurs, qui était gratuite et qui est désormais payante. Ah oui, c'est vrai. Une autre application qui est pratique, c'est iVac, qui regroupe toutes les cartes VAC là, dont on a parlé tout à l'heure, les fameuses cartes qui décrivent les terrains. Ça c'est gratuit pour le coup, de mémoire. Oui, il y a les YAC aussi qui existent sur le même principe. Oui. Voilà, les YAC aussi. Là. Et donc c'est pareil, c'est très pratique. On a tous les terrains de France accessibles sur la même application. Mais par contre, ça a les mêmes limites que, ça a les limites de la tablette. Quoi. Voilà. Alors que c'est vrai que la version papier demanderait qu'on sélectionne un certain nombre de terrains en partant, mais on les aura jamais tous. Voilà. Ouais. Alors faites attention avant de partir pour les VAC ou les YAC, c'est de les télécharger avant de monter dans l'avion. Ouais. Les mettre à jour. Voilà, les mettre à jour et puis parce qu'on les a peut-être sélectionnés dans les favoris, mais il faut les avoir téléchargés avant de partir en avion. N'est-ce pas ? Oui. Parce qu'en vol, on n'a pas toujours la connexion. Bah oui, parce qu'en fait, quand on est au sol, on a la connexion Internet, donc on peut les visualiser sur la tablette sans forcément les télécharger. Donc on se dit, c'est bon, elles sont dans la tablette, puis quand on part, finalement, on les a plus. Et oui. Alors dans ForFlight, on a également toutes les cartes de tous les terrains. Après, selon l'abonnement qu'on prend, on télécharge différentes régions du monde pour avoir accès à tous les terrains. Mais on a toutes les cartes IFR et VFR de chaque terrain. C'est quand même assez riche, quoi. Il y a une chose aussi que je voudrais dire qui est assez pratique sur ForFlight, je trouve, notamment sur la préparation du vol. Il y a une possibilité avec 2 ou 3 doigts d'afficher une règle virtuelle qui s'affiche sur votre fond de carte, que vous pouvez faire pivoter, et vous pouvez tracer avec l'autre doigt, tracer dessus comme si vous traciez un trait à la règle, et ça suit exactement ce trait-là, ce qui fait que vous pouvez tracer virtuellement des routes comme si vous le faisiez sur une vraie carte, mais sur ForFlight, et donc les suivre en temps réel. Encore une fois, et ça je vais être très clair là-dessus, je le dis, je le répète et je le martèle, ne partez pas en vol en ayant simplement mis un point A, un point B et en le suivant sur votre téléphone. Parce qu'à un moment donné, si ça foire, vous êtes mal. Et je vous rappelle que c'est votre responsabilité là-haut.
et qu'il y a des gens en dessous. Donc, Alors là, j'ai mis la règle, là, je sais pas si... eh ben impeccable. si On la voit bien. Ouais. Voilà, et on peut la tourner, on peut la agrandir, la rétrécir, on lui fait faire tout ce qu'on veut à cette règle. Et c'est très pratique, mais effectivement, ça doit pas être le moyen primaire de navigation. Toujours avoir une redondance, avoir des plans d'action différents. Exactement. J'ai vu une remarque tout à l'heure dans le chat. Ouais. Quelqu'un qui disait, c'est Vince qui disait, et les Garmin 1000, pas de souci comme ça, à propos de la chaleur, d'avoir trop chaud, mais les Garmin 1000 dans les avions, ils ont des ventilateurs. C'est équipé justement pour être refroidi en fait dans les avions. Ouais. Il y a de l'air forcé qui tourne derrière. Puis c'est des grosses boîtes, hein, quand même. Hein. Ouais. Comme les radios c'est pareil, il y a une radio qui chauffe, ne marche plus très bien. Alors, donc il y a des ventilateurs aussi dans les radios. Moi, je vais profiter justement. On parlait de tablettes et puis on parlait de Garmin 1000. Moi, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, si vous le permettez, pour vous parler d'un truc très simple, surtout si vous voulez en été. En fait, c'est ça. Vous allez me dire, non mais il est débile, qu'est-ce qu'il vient nous parler de lunettes de soleil? Bien sûr, ça c'est important. Ça, et alors, avec la casquette aussi. Lunettes de soleil, casquette ou bob, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vais vous parler des lunettes de soleil. Mais pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui vous avez deux types de lunettes de soleil qui existent, qui vous sont vendues d'ailleurs. C'est pour se la jouer auprès des passagères, ça. C'est ça, Toga. On sent l'expérience. Voilà, Mathieu, il a sorti sa casquette. Vous avez les fameuses lunettes dites polarisées. Donc les lunettes polarisées, c'est ce qu'on vous vend sur les bords de plage en disant oui, les reflets de l'eau, etc., etc. Donc on vous vend la lunette polarisée. Sauf que le problème, c'est que la lunette polarisée, elle va avoir un impact sur la vision des écrans. Donc morale de l'histoire, vous allez mettre vos lunettes polarisées et vous allez rien voir. Donc vous allez plus voir vos écrans, vous allez plus voir les G1000, c'est compliqué. Le moindre petit écran, ça va être compliqué. Donc le plus simple, c'est de prendre des lunettes classiques, pas des polarisées, hein, mais des teintées. Et là au moins, vous êtes tranquille. Il faut respecter aussi l'indice de filtration d'UV. Ça, votre opticien préféré vous le dira. Mais voilà, évitez les lunettes polarisées. Regardez, Mathieu, il est équipé là. Il a tout ce qu'il faut pour faire du vol de nuit. Il y a un petit air à Gilbert Montagnier presque. Dans 2 secondes, il va nous sortir à nous l'ivresse. Je suis fait. Et puis j'ai tout à portée de main, je vous préviens, c'est génial, j'ai pas besoin de bouger. Ouais. Par contre, ta casquette, elle rentre pas sur le casque. C'est ça. La casquette au-dessus du casque. Non, mais effectivement, je suis obligé. Je suis sûr qu'il pilote en sandales avec des chaussettes. Les gars, ça va vous rappeler quelque chose aussi, le petit badge. Moi, je conseille le petit badge pour avoir accès à l'aéroport très souvent. Voilà. Je sais pas si cela vous rappelle quelque chose. Bref. Ah voilà, il y a une anecdote. D'accord. Ah oui, c'est un ancien, ouais. Moi, je ne le mets plus celui-là. Mais tu vois, il est à portée de main dans mon bureau. Je l'ai revendu. Pas très cher, j'imagine. T'as dû donner des sous avec. Il y a une anecdote de Togalok. Bon, qui en rappelle les pilotes de ligne. Hein. Il dit, une fois, j'ai oublié mes lunettes Ray-Ban, j'ai mis des polarisés achetés dans la boutique en vol EasyJet, j'ai souffert. Ouais, donc tu peux confirmer que c'est très compliqué de voir des écrans avec des lunettes polarisées. C'est même, c'est pénible, quoi. C'est pénible. Donc pensez-y. Et également, sans certificat médical, toujours l'avoir sur soi. Attention. Oui. Voilà. Oui, parce qu'il peut y avoir des contrôles. Ah là, t'as carrément les lunettes oranges, là. Oui, c'est ça, c'est les polarisés, là. C'est ça, c'était pour dire non. Ah oui, pas dépolarisé, pas bien, voilà. Pardon, du coup, j'ai pas mis les bonnes. Ça, voilà, bien, l'autre pas bien. Je fais du négative training, là. Voilà. Ok. On a à peu près fait le tour, hein. Alors, il manque un truc. Alors, je voulais dire... Ah bah oui. On n'a pas parlé des des casques. casques. Allez, moi je vous en sors 2 là. Je vais vous sortir les 2 miens. Hop, qui sont ici. Alors le premier que moi j'utilise, tiens, on va faire le tour des casques les copains si vous voulez bien. Déjà je vais vous sortir celui-là. Alors c'est un classique hein, celui-là. Je l'ai eu, il tient bien le coup hein, puisque je l'ai eu il y a un peu plus d'une dizaine d'années je crois. Voilà pour les amateurs. Donc voilà, c'est un Bose A20. On va voir qu'il y a différents types de casques. Il y a des casques on va dire classiques, c'est-à-dire qui vont vous restituer le son directement. Il va y avoir un système, pas de filtration mais d'isolation via des petits coussinets qui se mettent autour de votre oreille. Et il y en a certains qui vont être équipés de systèmes électroniques qu'on appelle ANR pour Active Noise Reduction. Et cet Active Noise Reduction, en gros, c'est, vous avez peut-être vu sur le côté, c'est le petit trou qui prend le son ambiant dans la cabine et qui va générer un bruit inverse.
inverse. Vous savez, le bruit, c'est des ondes. Et bien, en fait, il va faire une anti-onde et on va réduire plus ou moins drastiquement, alors pas complète, mais pas tout à fait complète, ce qui fait qu'on va quand même entendre un petit peu, mais le son va être quand même beaucoup réduit. Alors, c'est bluffant parce que ça marche très bien. Ah, ça marche super bien. Tiens, une fois là, j'ai cru que le moteur il marchait plus quoi. Alors, c'est pareil, il faut se méfier des casques ANR parce que vous avez les anciennes générations qui filtraient beaucoup et ça pose un problème parce que des fois, on pouvait se retrouver à avoir des alarmes filtrées. Donc c'était problématique. Donc aujourd'hui, il y a des fréquences qui sont exclues, notamment celles des alarmes, qui sont sorties des algorithmes de calcul en fait de cet ANR. Et vous avez aussi le système qui ne filtre pas totalement. Il y a toujours un petit bruit résiduel, mais ce qui fait qu'on entend quand même ce qui se passe. Et l'autre casque que je vais vous montrer, qui est beaucoup moins cher, hein, il faut savoir aujourd'hui que les casques Bose ont énormément augmenté, c'est plus de 1000 € le casque. Donc oui, vous avez bien entendu, 1000 € le casque. Et vous avez d'autres marques des fois qui sont, il y a le Lightspeed je crois qui fait ça, et moi j'ai un Faro maintenant, donc ça c'est un G2, voilà, Faro G2, je pense qu'on le voit ici. Qui ressemble à un petit casque classique avec son micro qui est là, et vous avez un boîtier ANR qui est ici. Voilà. Le boîtier ANR, donc pareil, il y a des piles dedans, on l'active et ça filtre le bruit. Et celui-là était pas très, enfin il était moins cher, il était dans les 400 €. Voilà. Il faut savoir que entre un casque, un casque d'entrée de gamme, vraiment d'entrée de gamme, vous allez en trouver à 150, 200 € à peu près, qui seront ce qu'ils sont. Hein. C'est-à-dire que ce sera vraiment de l'entrée de gamme. Hein. Faut pas vous attendre à des... Si vous volez 1h30 avec, vous allez avoir la tête comme une pastèque. Hein. Ça, faut en avoir conscience. Ils sont pas très efficaces acoustiquement. Ils sont pas très confortables également à porter. Ils sont pas forcément très comment on appelle ça? C'est pour des vols courts ou des baptêmes en gros. Hein. Oui, voilà. C'est ça. C'est pas très ergonomique. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Ouais. Et mais ça dépanne pour commencer. Hein, voilà, si vraiment vous avez un petit budget au début. Le petit Flightcom à 150 €, le Peltor, ça peut faire le travail. Ceux que vous avez ici, par exemple, là, je ne sais pas si vous les voyez, mais là, ici, il y en a deux qui sont pendus. C'est des Flightcom, des 4DX, voilà, ça vaut 250 €. C'est déjà pas mal pour débuter. Après, si vous volez régulièrement, nous, c'est le cas. Moi, perso, je ne peux plus me passer d'un casque ANR, hein, parce qu'au bout de 6 heures de vol dans la journée, on n'en peut plus, quoi. Voilà. Et il y a une option, donc le ANR, effectivement, le Bose, le A20, là, dont on a parlé avec ANR, on est autour de 1000 €. Mais si on rajoute 200 €, on a l'option Bluetooth. Alors, c'est beaucoup plus cher que ça, hein, maintenant. Hein, ça a augmenté. Ah, hein. c'est vrai? Ah oui, le A30, il a 1500. Hein. Ah oui, le A30. Mais le A20 se fait plus. Bose. Oui, d'accord, le A20 se fait plus, mais sur le A20, donc, parce qu'on en trouve encore d'occasion, hein, probablement. Voilà, pour 200 € de plus, il y a la version Bluetooth qui permet de connecter un téléphone. On va vous dire qu'est-ce qu'on a besoin de répondre à son téléphone dans un avion. Et ben, alors le but, il n'est pas de répondre à maman en vol, hein, c'est pas ça. Le but, il est de pouvoir éventuellement, en cas de panne radio, peut-être pouvoir appeler une tour de contrôle et signaler qu'on est en panne radio et peut-être obtenir des instructions par téléphone. Ça peut énormément dépanner. C'est pour moi un outil de secours, mais bon, voilà, qui se paye aussi malheureusement. Ouais. Et toi, Mathieu, tu as quoi comme casque? Moi, j'ai le Bose A20, le Bose A20 ANR, là, le même que toi. J'ai commencé avec le Flightcom, le Flightcom à 150 €. Mais effectivement, au bout d'un moment, il fait mal à la tête. C'est bien pour voler 1h30 dans la journée et 4 jours par mois. Mais pour faire des vols quotidiens, c'est pas possible. Il faut voir que les oreilles, c'est quand même très important. Les dommages d'une oreille, c'est irréversible. Donc il faut veiller à vraiment les protéger et ça passe par du bon équipement. Ouais. Voilà. Oui, alors il y a quelques questions. J'ai vu une question de Toga qui dit: est-ce que tu préconises ou est-ce que vous préconisez des chaussettes de contention pour le VFR? Moi j'ai envie de dire que pour les gens qui ont des problèmes de circulation ou qui ont des sensations de jambes lourdes, pour tous les vols, que ce soit VFR, IFR, en avion de ligne ou en avion léger, mettez des chaussettes de contention, hein. Ça sera plus confort. Si vous avez des problèmes de circulation sanguine, pourquoi pas? Voilà. Le tarif, donc on en a parlé, hein. Aujourd'hui les Bose c'est 1300 €, les G2, G3 là on en trouve dans les 600-700 €, donc ça reste quand même quasiment moitié moins cher. Vous avez les casques classiques, il y a même des ANR maintenant chez David Clark. Toi Nico, tu as eu du David Clark toi?
Moi, j'ai un David Clark, ouais, mais pas un air. Comment? Non. Je peux rien. Un NR. Oui, ANR. Eh ben, pense-y à la NR, Nico. Hein. Ouais. Ouais, bah, oui. Les Clark, c'est les casques qu'on voit souvent dans les films américains, les casques verts, là. Voilà. Qui sont, c'est marrant, Hollywood doit avoir 4 ou 5 Clark là, qui se refilent entre films, c'est toujours les mêmes. Ouais. Et puis, si tu regardes bien les acteurs, le micro, il est là, tu sais. Allô, la tour. C'est une loupe, c'est pour mieux voir sur la carte. Il y a Lolo Radar qui demande jusqu'à quelle altitude on peut capter le téléphone. Ça dépend de ton opérateur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai envie de te dire que ça dépend aussi où t'es, parce qu'il y a des fois au niveau 70-80 j'ai capté, pas longtemps mais j'ai capté, et il y a des fois à 3000 pieds je capte pas. Donc ça dépend où t'es. Les couvertures en altitude peuvent être très, très étonnantes. Ouais. Ce qu'il faut voir, c'est que les antennes sol sont conçues vraiment pour faire du signal à ras le sol en fait rayonnant, donc en altitude on sort. Hein. C'est le problème. Hein. Et très souvent, quand même, de manière générale, au-delà de 4-5 000 pieds, ça commence à devenir compliqué. En règle générale, ouais. Qu'est-ce que j'ai vu comme autre question? Oui, question statistique de Vince. Combien de pannes radio avez-vous eu tous en cumulé? Alors, moi, j'ai pas eu de panne radio une fois. Enfin, c'était pas une panne radio, c'était un élève qui était parti. J'étais persuadé qu'il avait monté le son et en fait, on captait rien. En réalité, il avait juste allumé, il avait laissé le son à 0. Donc on est passé sur l'autre radio, donc on s'est dit bon on est peut-être en panne, et en fait non, et on s'est rendu compte au sol qu'en fait il n'avait pas monté le volume. Ça peut arriver. Mais oui, bien sûr, ça peut arriver aussi de se tromper de trou de jack. Heureusement que tu l'as précisé, Mathieu. Voilà, je savais qu'il fallait que je termine ma phrase. Et ça m'est arrivé. Hein. C'est très con parce qu'en fait, il y avait donc 2 doubles prises de jack. Enfin, en fait, les micros ont plusieurs types de sorties. Hein. Vous pouvez avoir soit 2 prises de jack avec 2 diamètres différentes. Donc une pour entendre et une vraiment pour le casque, l'autre pour le micro. Mais vous avez également ce qu'on appelle des 6 broches. Donc là, c'est une seule et même prise de sortie. Vous avez les prises NATO également. Ça, c'est pareil, c'est une seule sortie. Bref. Et donc, moi, j'ai eu effectivement du coup une mauvaise connexion. Il y avait en place avant gauche, donc la possibilité de mettre les 2 prises, les 2 jacks, mais il y avait en gros deux connexions possibles. Il y a une qui marchait pas. Alors généralement dans les avions, quand il y a un truc qui marche pas, on met INOP à côté. Mais là c'était pas le cas, et évidemment moi j'avais mis ça dans ceux qui ne marchaient pas bien. Et en fait le résultat c'est que j'avais de la réception mais pas d'émission. Et moi j'ai traité la situation comme une panne radio, une panne d'émission, quoi. Ah oui. C'était une première fois, et j'ai eu une autre panne d'émission. Je sais pas si c'est de l'émission d'ailleurs, c'est assez étonnant. Mais là, une vraie, du coup, où c'est pendant le largage, un vol de largage de parachutiste. Je n'ai plus pu, du coup, envoyer de message. Alors, ça marchait au sol, mais pas très bien. Et après, une fois en vol, j'ai perdu la possibilité d'émettre. Ah oui, d'accord. Oui, c'est fâcheux. Ok. Effectivement, quand tu as des parachutistes qui à bord sont bouillants, demandent qu'à sauter vertical l'aérodrome pour ça, tu peux pas les larguer si tu n'as pas l'autorisation, mais tu peux pas la demander. C'est assez compliqué à gérer à bord parce que quand tu expliques aux parachutistes que là, dans la réalité, si on suit la réglementation, il faudrait se dérouter, rejoindre un aérodrome non contrôlé, leur expliquer que du coup, on va devoir rentrer en stop. Le mec il devient tout rouge, il est pas content, il veut pas que ça se passe comme ça, et pendant ce temps-là, tu n'as toujours pas le droit de larguer. Ça crée des moments de tension pas évidents. Voilà. Ouais. Ah, j'imagine. Ouais. Il y a Vince qui demande. Une panne radio. Ouais, vas-y Nico, pour finir là-dessus. Non, en fait c'était pas une panne radio, c'était dans ma jeunesse. J'avais une panne d'alternateur, puis au fur et à mesure la batterie elle s'est vidée, du coup j'entendais plus les copains là, on était partis à plusieurs avions, et puis du coup je me suis dérouté sur un terrain non contrôlé, et puis je me suis posé sans radio. Voilà. Ok. Bon, c'est sans faisable. Voler, sans radio, sans rien quoi. Il y a des procédures pour le faire. Voilà. Et Vince il dit vous mettez le transpondeur quand c'est comme ça, mais en fait le transpondeur on le met tout le temps. Oui, mais il y a un code spécial en lien avec la panne radio. Effectivement, il a raison, Vince. Le transpondeur, de manière générale, il sert à nous identifier, mais certains codes permettent de décrire une situation sans avoir à parler, quoi. Voilà, c'est ça, 7600 ou 7601 aujourd'hui si on est en condition IFR, je crois.
En IFR en condition VMC. C'est ça. Yes. Sous plan de vol IFR, mais à vue. Oui, en condition à vue. Ok. Et il y a 7500 si vous vous faites détourner également. Ouais. Les pirates de l'air, ouais. Et Ok. la détresse 7700. Voilà, on les a tous faits. Ouais. Voilà. Alors moi j'ai le mot pirate, hein. Donc 75, 76, 77, et si tu prends le mot pirate, t'as pi pour pirate, t'as ra comme radio, puis le reste c'est c'est la détresse. Hein. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Dernière petite chose dont moi je voulais vous parler, c'est ça. Voilà, Non, c'est le sac. Le code transpondeur quand t'as trop vu, c'est 1664. Ah oui. C'est le sac de vol. Le sac de vol, réfléchissez bien avant de le prendre. Ouais. Voilà. Nico, t'as un sac de vol un peu particulier, toi? Ouais, j'ai un Dexter. Donc vous voyez. Dedans. Non, mais tout ça pour dire que prenez un truc qui vous convient. Il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle. Un bon sac ou un mauvais sac, comme diraient les inconnus. Mais il y a plein de trucs qui existent. Alors, je vois beaucoup d'élèves pilotes qui arrivent, qui ont les sacs, vous savez, les Dimatex, Patrouille de France, machin, tout ça. Alors ouais, c'est joli, ok. Mais quand on regarde bien, des fois, c'est pas suffisamment grand, parce qu'au départ, c'est fait pour tenir un casque de pilote de Patrouille de France. Dans un cockpit d'Alpha Jet, ils sont comme ça, hein. Donc en fait, on n'emmène rien. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont des sacs qui sont adaptés à ce qu'ils emmènent. Si vous avez besoin d'emmener quand même un peu de matériel, prenez un sac qui soit un peu plus confort, quoi. Il y en a plein qui existent. Après, à vous de voir celui que vous voulez prendre. Il y en a qui sont adaptés à des tailles, qui ont des compartiments pour mettre vos casques aussi. Ça peut être intéressant. Plutôt que de se trimballer avec 2 sacs à la main, vous pouvez en mettre qu'un seul. Donc à vous de voir. Sachant que pour ceux qui font du vol de nuit, vous avez aussi pas mal d'équipements à voir. Alors je sais pas si je les ai là, ouais tiens. Là je les ai là, comme par exemple les fameuses lampes. La lampe la lampe frontale, ouais. La lampe frontale, déjà la lampe est obligatoire en vol de nuit. Par contre, effectivement, la frontale, elle est pratique, elle permet d'avoir les mains libres. Voilà. Et qui sont de couleur rouge de préférence. Alors moi j'en ai plusieurs, pareil j'en ai 2 ou 3. Et ça coûte pas très cher. Hein. Maintenant vous en trouvez sur certains sites chinois, j'en citerai pas. Vous les trouvez à moins de 10 €. Ou même chez Decathlon aussi, pour 15 balles. Mais effectivement, la petite lumière rouge, avant d'arriver à la lumière blanche, ça permet du coup de garder la vision nocturne efficace en fait. Puisque de base, si vraiment on est dans le noir, la vision nocturne, elle devient efficace au bout de 20 minutes, enfin vraiment à son optimum. Mais la moindre perturbation lumineuse, typiquement un flash, ou même regarder son téléphone si on n'a pas si on n'a pas atténué la lumière, mais on repart sur un cycle de 20 minutes pour arriver à une vision nocturne optimale. Donc la lumière rouge, elle permet de garder en ayant un petit éclairage, quoi. Ouais. Mais ça marche bien la lumière rouge. On voit bien les aiguilles, on voit bien les. Ça marche très bien. Ouais. Alors la lumière verte est mieux que la lumière rouge en termes de visibilité par l'œil. Mais voilà, c'est une question d'intensité. Oui, la lumière verte, on va s'en servir pour les JVN par exemple. Les jumelles à vision nocturne. Faut rappeler que la petite lampe comme ça, elle est en secours. Normalement, c'est l'équipement de l'avion qui doit fonctionner. Oui, c'est en cas de perte de panne électrique à bord. Voilà. Il faut pouvoir lire les instruments de secours, absolument. Ouais, c'est ça. Voilà, je pense que... est-ce qu'on a fait le tour? On a fait à peu près le tour là, du matériel nécessaire. Hein. Même pour les vols de nuit, apparemment aussi. Ouais, vol de nuit. Ouais, non, mais si, on peut parler de la gourde. Vous pouvez éventuellement avoir une petite gourde. Ouais, s'hydrater, ça c'est important. Pensez que cette gourde, si vous pouvez la prendre en matière un peu costaud, c'est bien. Il y a des gourdes en alu qui sont pas mal. Je vois beaucoup d'élèves qui en ont. Ça a l'avantage déjà d'éviter que la flotte soit bouillante et de boire du thé. Et puis en plus de ça, ça se déforme pas la pression. Parce que dans les avions non pressurisés, quand vous montez et que vous descendez, des fois, c'est assez marrant. Vous avez des élèves qui montent, ils ouvrent leur bouteille là-haut, là, hop, ils en boivent la moitié, ils la referment, ils la laissent derrière, et puis quand on arrive, la bouteille, c'est une boule. Voilà, parce que la pression a augmenté, donc voilà. Et attacher la gourde, ou la garder dans le truc. Alors tout ce qui est poche pipi, ce genre de choses-là, c'est à discrétion de vous-même. Ça peut dépanner quand même d'avoir... Oui, mais alors, si vous êtes avec moi, c'est hors de question que vous sortez le salsifis pour faire ça en vol. C'est négatif. Vous allez vous retenir, je vous préviens. Ça m'est arrivé une fois avec un élève là, quand j'étais à Nîmes. Moi j'ai un élève qui pendant son test CPL l'a fait. Hein.
Ah ouais? Bah, Mais on vous lui a avez laissé rien le dit? choix. Non, mais on lui a laissé le choix. On lui a dit, si tu veux, on se déroute, on se pose, tu vas aux toilettes, ou alors tu te débrouilles à bord. Et son choix, ça a été, je me débrouille à bord. Bon, j'ai repris les commandes, évidemment, pendant ce temps-là. Pilote automatique. Il a fait son affaire, voilà. Et, Par la fenêtre tempête? Et il a repris dans une bouteille d'eau. Ah, c'est pas par la fenêtre. Non, c'est pas par la fenêtre. Après, il y a des équipements spécifiques. Les pilotes de planeur connaissent ça très bien parce que eux, ils partent parfois pour des vols des heures et des heures. Ouais. Et ils sont équipés, hein, les hommes comme les femmes d'ailleurs. Ouais. Ben, il y en a qui... alors, les pilotes de chasse qui partent pendant des heures et des heures, ils ont des couches, hein. Des couches avec des matières spécifiques qui vont cristalliser en fait l'urine qui va couler à l'intérieur pour qu'ils puissent rester au sec. Et c'est vraiment un équipement incroyable, quoi. Mais ils ont quand même en plus des entraînements et des préparations, c'est-à-dire qu'ils ont un certain niveau d'hydratation en amont. Qui font qu'ils peuvent ne pas boire pendant un certain temps ou beaucoup moins boire. Mais c'est des techniques d'entraînement, non, évidemment, on n'en est pas à ce niveau-là. Mais moi je vous conseille d'éviter de boire 3 cafés avant de partir en vol, puisque ça, vous allez avoir envie de pisser au bout d'une demi-heure, c'est assuré. Ah. Donc Jérémy, tu vois, Jérémy, Air France, c'est pas possible. Quelle couche pour les vols? Pampers. Voilà. Tu peux. Et puis, si vous allez pisser juste au bord du parking, dès que vous descendez de l'avion, vous avez les gendarmes qui vont venir vous voir et puis vous engueuler. Ouais. Il y a des endroits où c'est moins apprécié que d'autres. Ouais, il y a certains pilotes prennent un petit vaporisateur de jardinier pour se rafraîchir. Je pense que on a fait tout le tour. Ouais, on a fait tout le tour des équipements là. On est arrivé à des poches à pipi et puis des couches là. Je pense qu'on a fait Moi j'ai une dernière question, les gars. Vous avez quoi comme chaussettes du coup à bord? Tu nous parles à nous? Oui. Comme chaussettes? Comme chaussettes. Alors moi, j'ai pas de chaussettes de contention, j'ai pas tellement de soucis. Pour aller dans les détails, hein, jusqu'au bout de l'équipement du pilote, hein, on va voir que c'est vrai qu'on a parlé des bas de contention, cela dit, on l'a fait aussi, mais je crois qu'on a vraiment tout couvert. Hein. Ouais, je pense. Hein. Les lacets plutôt noirs ou verts, ça dépend si c'est de jour ou de nuit. Moi, je les prends en rond plutôt que plat. Mais c'est mon choix. Putain, on va loin là. On va beaucoup trop loin. Ça parle, on y va là, on est parti. Ouais, les gars, je pense que quand on en arrive là. Ouais, non, c'est écart. Il faut qu'on tourne la dernière page de l'émission. Merci pour les applaudissements, Toga. Allez, on se dépêche, on tourne la dernière page de l'émission. On vous parle du programme du mois de mai là, qui vient de sortir. Qu'est-ce qu'on va retrouver au mois de mai? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La zone aéro, remise de gaz. Vos dernières questions, le programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. Allez, cette émission qui se termine sur le matériel, j'espère qu'on a répondu à peu près à vos questions. On va rapidement aborder le programme du mois de mai là, qui vient d'être édité. Donc, hop, attendez, Mathieu et Nico quand même, on ne vous voit plus là. Hop, là il y a Nico et Mathieu il est là. Voilà, comme ça on vous voit. Et ouais, mais on change de scène, alors forcément il y a des trucs qui se modifient. Allez, on va parler essai en vol le 6 mai 2026 à 20h30, puisque nous aurons la chance d'avoir un spécialiste des essais en vol. C'est Ilyas Lechendeng qui viendra nous voir. Il est spécialiste justement des essais en vol, il nous parlera du métier. Donc vous pourrez lui poser vos questions. Comment est-ce qu'on devient spécialiste des tests en vol? Quelles études il faut faire? Comment est-ce qu'on valide un appareil? Comment est-ce qu'on contrôle ses performances? Comment on parle de sécurité, etc. Donc vous pourrez lui poser des questions pratiques, théoriques et de métier. Donc Ilyas, il sera avec nous. Et voilà, ça fait un invité de plus qui est assez calé en la matière pour découvrir un métier qui n'est pas tellement connu. Voilà, génial comme métier à découvrir. Bah oui, c'est le cas. Il y en a un que vous connaissez tous qui vient de passer sa qualification de pilote d'essai, c'est Thomas Pesquet. Oui. Alors, il a fini ou il est en cours, je sais plus. Non, il a validé. Il me semble qu'il a fini à confirmer, mais en tout cas, s'il l'a pas fait, c'est incessamment sous peu. Ouais. Voilà donc pour le premier live. Le deuxième live, alors là ça va être intéressant puisqu'on se rapproche dangereusement, j'ai envie de dire, des congés d'été.
et peut-être que vous allez partir en vacances, en avion, loin ou moins loin. Il y a une question qui se pose souvent, c'est plonger et voler, parce qu'on entend tout le temps, il y a plein de choses, des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Donc là, on va lever le voile sur le sujet. Est-ce qu'on peut plonger et voler en même temps? Et on va même aller plus loin, c'est que on aura la chance d'avoir un moniteur de plongée professionnel. C'est Kevin de la chaîne Argonaute qui sera avec nous. Je pensais que tu allais faire l'émission tout seul. Non, je fais pas l'émission tout seul. Et on aura également Patrick. Et Patrick, lui, il est médecin urgentiste en Suisse et il est également plongeur. Donc, on parlera à la fois de ce qui se passe, de ce qui risque de se passer, et surtout les conséquences, qu'est-ce que ça peut amener. Et on aura à la fois un médecin et un plongeur, un moniteur de plongée expérimenté pour venir nous en parler. Donc ça va être intéressant et on vous donnera toutes les recommandations pour savoir ce qu'il faut faire quand on plonge pas, etc. Donc si vous voulez connaître un petit peu la physiologie, ce qui se passe dans notre corps dans ces moments-là, eh ben, il faudra être présent le 11 mai à 20h30 avec nos deux invités. Puis on enchaîne avec le 20 mai 2026 à 20h30. Nous aurons un général avec nous, c'est le général Jean-Paul Besse. Il commande le BEAE. Alors vous avez sûrement entendu parler du BEA qui est le bureau enquête et accident, analyse accident. Et ben le BEAE c'est la même chose mais dédié aux aéronefs militaires et aux aéronefs d'État. Donc c'est pour ça que c'est un général. Et donc lui il commande ce BEAE et par exemple le BEAE a commandité l'enquête de l'accident qui s'est passé à la patrouille de France l'année dernière. Voilà. Donc il sera avec nous pour répondre à vos questions. Il nous parlera du rôle, des missions, de comment est-ce que ça marche, des enquêteurs, de prime abord, etc. Et il sera avec nous pendant toute l'émission. Donc c'est cool d'avoir un général à qui vous pouvez poser vos questions. C'est quand même pas commun. Et puis on continue. Est-ce qu'on peut mettre des verres polarisés dans l'armée? Non. Dans l'armée, ils ont des verres. Alors, ils ont des lunettes de soleil en dotation, mais c'est du verre normal. Et enfin, dernière. Alors, il est là. Il est là dans le chat, Niki. Il est avec nous. Et puis, il y avait aussi Yuba, mais je crois que je l'ai vu au début, il n'est plus là. On va faire un petit retour de vol. Il y a 3 semaines maintenant, 15 jours, 3 semaines, il y a une opération sur Montpellier qui s'appelle Armageddon, qui est un collectif de streamers qui se retrouvent. Et c'était l'occasion de faire une récolte pour la Ligue contre le cancer. Si, j'ai corrigé. Ah oui, non, en haut, c'est pas corrigé, c'est corrigé en bas, mais pas en haut, c'est vrai. Ouais, faudra que je le corrige. Donc c'est Mathieu et Niki qui seront avec nous pour parler de quoi? Du vol qu'on a fait à l'aéroclub de l'Hérault, parce que ils avaient quasiment pas volé. Et ils sont retrouvés avec moi aux commandes du DA40 à l'aéroclub de l'Hérault pour faire un petit vol au-dessus de Montpellier. On a fait pas mal de choses. Et ils ont fait une vidéo. Donc, vous pourrez retrouver la vidéo, on débriefera de la vidéo et on débriefera de leur vol et ils vous donneront les impressions pour les personnes qui hésitent encore, qui peuvent avoir peur un petit peu de voler. Et ben voilà, vous aurez en immersion ce qui s'est passé et vous aurez des témoins qui pourront vous expliquer comment ça s'est passé. Voilà, ils ont beaucoup crié, et ben faut venir le 25 mai à 20h30, vous leur demanderez. Voilà. Ah bah ouais, il spoil déjà Niki. Non, il faut garder du suspense. Voilà, donc Niki et Mathieu, c'est le 25 mai à 20h30 et on a fini la découverte du programme du mois de mai. Je rappelle juste que... Merci pour les applaudissements, mon cher Toga. Je rappelle juste que vous avez le prochain Push to Talk avec les chroniqueurs le 9 mai à 20h30. Voilà, c'est Julot à la réalisation. Et donc le sujet, ça sera l'échec. Hop, je vais vous redire ça tout de suite. Donc c'est Pierre à la présentation, Sarah, nouvelle chroniqueuse avec Julie aussi, et Reynald qui vous accueilleront. Et le sujet, c'est échec, doute, mieux rater pour rebondir. Donc si vous avez des anecdotes là-dessus, que ce soit en aéro ou autour, venez le 9 mai dans Push to Talk pour en discuter en audio avec nous. On vous donnera les liens et vous verrez, c'est super sympa. Alors, je crois que j'ai fini. Est-ce que je peux rajouter un petit truc? Oui, vas-y Nico. Je vais vous montrer sur quoi je travaille du coup. Comme je suis pas sur le petit avion. Ah oui, mais je ne sais pas si Jean est encore là. C'est pas grave, ça sera pour les autres. Ah! C'est quoi, c'est un Transal? Hercule C130. Ah, C130, d'accord. Ouais, mais on voyait pas le nez. Ah bah oui, bah oui. Voilà. Ok. Voilà, donc j'ai commencé un petit peu déjà. Après, j'aurais plus qu'à mettre. Ah oui, c'est les sièges. Ok. Ah oui, sympa. Ça avance bien. C'est pour faire celui-là. On va montrer déjà. D'accord. Ah, sympa. Voilà.
Tout le temps du travail, ce Nico, il travaille en permanence. Bien, en tout cas, merci à toutes et tous. Merci les amis, Mathieu, Nico, d'avoir partagé cette émission tous ensemble. C'était sympa. Si vous avez des réactions à faire, évidemment, le Discord il vous est ouvert pendant tout le temps. Hein, on continue les échanges là-dessus. On communique beaucoup par Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre. Il y a beaucoup de choses qu'on vous communique, qu'on vous communique d'ailleurs souvent avant même les lives. Donc venez nous rejoindre. Au niveau du programme, on en a parlé. Je vous rappelle que vous avez les replays. Le dernier replay qui est en ligne, qui est sorti il y a 2 jours, c'est le replay sur les atterrissages en campagne avec Jean-Marie, avec Georges et avec Paul. Tous les 3 nous avaient témoigné de leur réaction lorsqu'ils ont vu le moteur de leur avion s'éteindre et qu'ils ont été obligés de se poser en campagne. Le replay, il est en ligne sur YouTube. Je vous invite à aller le voir. On apprend plein de choses. Les commentaires, les likes, etc. sur les vidéos, allez-y, faites-vous plaisir, ça nous permet de remonter dans les algos et de nous faire connaître. Vous avez également les réseaux sociaux, merci Julot, il vient de les publier pour les annonces et puis on essaie d'agrémenter de plus en plus les réseaux sociaux, la boutique on en a parlé, Discord, Patreon pour nous soutenir aussi, il y a plusieurs personnes, on les remercie d'ailleurs, j'en profite pour les remercier, qui ont des abonnements Patreon et qui nous soutiennent chaque mois, ça nous fait bien plaisir. Et puis enfin restez avec nous le temps du raid, vous envoyez les émotes, Julot va les faire passer dans un instant. Petit coucou au podcast aussi, heureusement que tu me le dis, le podcast audio, où il y a pas mal de gens qui nous écoutent en audio sur toutes les bonnes plateformes. Donc merci à vous qui nous écoutez. Le raid, dans un instant, on lance le générique. Restez avec nous encore quelques minutes pour qu'on soit nombreux à partir en raid et vous envoyer plein d'émotes de la zone aéro pour dire qu'on débarque, quoi, hein. On arrive en escadrille, on arrive en force. Donc on compte sur vous. Voilà. Merci Mathieu, merci Nico, merci le chat, merci à vous. Merci Seb. Passez une très bonne soirée et puis rendez-vous la semaine prochaine dans la zone. Ciao. Ciao les amis. Ciao. Bye bye. La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci pour votre présence et vos questions. Restez à bord. On part rendre visite à un autre équipage dans quelques secondes. La zone aéro, l'émission.